Allez, content de vous retrouver ce matin, madame, monsieur. Merci de nous y retrouver. C'est 10-12 le Zénith. Énième édition de cette semaine. Nous sommes le vendredi 29 mai 2020. Le Cameroun nous regarde. Le Cameroun est fier également de savoir qu'ensemble, on pourra le reconstruire, mais reconstruire aussi avec vous. Vous qui, tous les jours, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos nombreuses sollicitations, vos nombreuses propositions, vos nombreux messages d'encouragement. Rassurez-vous, notre leitmotiv, c'est de vous servir au quotidien. Madame, Messieurs, bienvenue, c'est 10-12 le Zénith Talk Show qui vous entretient du lundi au vendredi entre 10h et 12h sur votre télévision Equinox TV. Et au-delà de l'image, vous savez, au-delà de l'image, nous serons là toujours pour vous rendre compte. La grande famille est au complet ce matin et avec elle encore des sujets importants. Vous allez vraiment être servi, bien vouloir vous réasseoir. Tenez bien vos télécommandes et surtout que personne ne la touche, vos télécommandes. Elle vous appartient pour le moment. Bienvenue à tous. Allez, on va commencer déjà à dire bonjour à Mbombo Bengan. Bonjour Mbombo et bienvenue ce matin. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Mes salutations vont ce matin à deux hautes autorités. D'abord le sous-préfet de Bafoussam Premier, ensuite un magistrat du tribunal de grande instance de Vouri. Monsieur le sous-préfet, les gens veulent vous piéger dans les terrains que vous êtes en train de regarder là-bas à Bafoussam. Il y en a qui ont fait des titres fonciers sur des terrains privés. Il y en a également qui ont été élevés par leur oncle décédé. Ils sont venus jongler la famille parce qu'ils procédaient, j'allais dire comme ça, à une certaine confiance de la famille. Ils vous jonglent. C'est mauvais, monsieur le chef de terre. Donc, pour être un bon chef de terrain, il faut regarder très bien ces choses-là. Sinon, on risque de vous engluer dans des histoires de terrain terribles. Vous savez, le litige foncier aujourd'hui, allez-y doucement, vraiment, pour regarder dessus. L'autre chose, c'est un magistrat, je ne cite pas son nom. Mais il y a une femme à Bonamoussadi qui tape sur les enfants. Et elle s'est prise sur une petite fille de 6 ans en disant « J'ai un chaud magistrat ». Donc, je peux taper sur tout le monde. J'ai mon mari qui est magistrat. Donc, voilà ça qui vous arrive. Donc, calmez les gens. Calmez. Voilà. Et vous, madame, tapez sur les enfants des gens parce que vous avez un show magistrat. Allez-y. C'est quoi le show, maman? C'est comme ça. C'est quoi le show? C'est les termes de logiciels modernes. Nous, on parlait de deuxième bureau. Or, nous, deuxième bureau, c'est le renseignement. Mais bon, aujourd'hui, les deuxièmes bureaux commencent à poser des problèmes à l'heure. D'accord. En tout cas. Laissez les enfants des gens tranquilles. Laissez-les. Même si votre amant est président de la Cour suprême, laissez les enfants des gens. Voilà. Merci. Et n'oubliez pas non plus que même si votre président est l'amant, enfin votre amant est à la Cour suprême, ou qu'il soit président là-bas, on peut à tout moment vous exposer. C'est pas très correct. Et c'est pas correct également pour sa carrière. C'est pas du tout correct. Allez, on compte sur vous, madame. Allons accueillir ce matin Charles Amène Bachou. Bonjour Charles Amène et bon vendredi. Bonjour monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Que se passe-t-il à Bandjok? Mouvement d'humeur des ouvriers hier à Bandjok. Mouvement de colère. Mouvement de revendication. Mouvement de colère des ouvriers à Bandjok hier. Et pour cause, le port du Kachni. À ce qui paraît là-bas, on demande aux ouvriers, lorsque vous avez fini, en sortant, vous avez fini votre cas, en sortant, vous déposez le cache-nez. Ceux qui entrent récupèrent ces cache-nez et portent pour travailler. Les ouvriers ont dit non. On leur a dit, vous ne voulez pas, vous êtes virés. Ainsi va le Wanda-Fokistan. Vous parlez bien de Bandjok? Je parle de Bandjok. Et l'entreprise sucrière qui y travaille, c'est ça? Ça veut dire que l'entreprise voudrait dire à ses employés que transmettez-vous normalement le Covid. Ah ouais, ça c'est compliqué. Voilà, mais nous en français facile, on vous dit je porte un masque, je laisse
mon collègue qui vient, il prend le même marché porte. On ne peut pas dire. C'est compliqué. Ça veut dire quoi? Vous, en français, arrangé diplomatique, vous dites ça comment? C'était très grave hier à Banjo. Et il y a eu mouvement de revendication. De colère. Enfin, de colère. De colère. Oui. Oui. Espérons qu'ils comprendront. Ils ont dit que ça coûte cher. Ils ne peuvent pas doter. Il n'y a pas un budget, une ligne budgétaire pour permettre d'avoir des cache-nez sophistiqués pour cela. C'est fou. Vous savez qui c'est? Allez, on va garder justement le bon cap, madame, monsieur. On va comprendre qu'ensemble, ce Cameroun, on doit le reconstruire. À chaque fois qu'on le dit, on nous dit, ben non, avec qui allez-vous le reconstruire? Ensemble, on va le reconstruire. Il faut qu'on apprenne aussi à dénoncer. Il faut qu'on apprenne à dire exactement ce qui doit être dit et trouver les mots pour bien le dire. Allons accueillir Karine Sontia ce matin. Bonjour Karine. Bonjour Michel Ngachou, bonjour aux téléspectateurs. Le Parti de la Flamme a assailli hier la prison centrale de Douala, pardon. Les Flammes ont assailli hier la prison centrale de Douala à Newbel. J'ai eu peur. Hein. Allez-y Karine, on vous écoute. Mais vous n'êtes pas du Parti de la Flamme qui a assailli. Je parle des flammes. Oh d'accord. Il y a les flammes partout. Oui, quand la flamme peut prendre, quand il y a un brasier. Oui, justement. Il y a eu beaucoup de brasiers hier à la prison centrale de Newbel, le 4e du genre, 2008, 2015 et 2020 aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe dans les prisons du Cameroun? Plusieurs prisonniers ont été vus dans les images qui ont été partagées sur les réseaux sociaux et même dans le direct fait en Breaking News par Equinox Télévision. Comment est-ce que les prisonniers étaient sur les toits des prisons pour fuir ou encore pour esquiver les flammes? Même les sapeurs-pompiers sont parmi les blessés. Comment est-ce que cela s'explique? Au-delà de l'image, madame, messieurs, nous nous rendons compte, et dans cette édition encore, nous le ferons parce que c'est notre leitmotiv. On a pris cet engagement. Vous serez véritablement servis. Allons accueillir ce matin Dominique Audrey Oyengelek avec beaucoup de plaisir en même temps. Dominique Audrey, bonjour à vous, bienvenue, bon vendredi. On vous le souhaite de toutes les façons. C'est le plus beau jour de la semaine. Bonjour Michel Ngachou, bonjour aux téléspectateurs. En France, une jeune fille de 16 ans décède de coronavirus. C'était le 26 mars 2020. En Belgique, une fille de 12 ans meurt de coronavirus. Un garçon de 14 ans décède de coronavirus au Portugal. Et enfin, au Royaume-Uni, un autre enfant de 13 ans meurt de coronavirus. À toutes les personnes qui disent que les enfants, les jeunes, très jeunes, ne peuvent pas en décéder, moi je me pose des questions. Pour nos jeunes frères et sœurs qui vont certainement reprendre l'école lundi, a-t-on pris le temps de s'assurer des carnets médicaux de ces enfants-là si jamais ils n'avaient pas déjà des pathologies qui peuvent les précipiter à la mort? Parce que tous les enfants qui sont morts, que j'ai cités, qui sont dans les mêmes tranches d'âge, pour la plupart n'avaient pas d'autres pathologies. Ils ont simplement contracté la maladie et quelques 3 à 4 jours après, ils en sont décédés. Est-ce qu'on est prêt à en arriver là avec nos jeunes frères? Comme pour dire que moi j'ai le cœur serré de savoir que dès lundi, ces enfants pourraient retrouver le chemin de l'école et qu'on pourrait en perdre. Est-ce que vous savez, Dominique, que c'est très grave parce que hier, à mon retour du travail, j'ai emprunté un véhicule qui va me ramener chez moi et le transporteur me fait savoir que le coronavirus n'existe pas. Tellement j'ai eu peur que je me suis demandé, sommes-nous au Cameroun ? Il y a des Camerounais qui, jusqu'ici, ne sont pas conscients de l'existence de la maladie. Peut-être c'est l'occasion ici de leur rappeler, faites très attention, monsieur et madame, parents, le Covid-19 est bel et bien existentiel. Oui. C'est ce qu'on doit dire, Dominique Audrey. Et tout le monde peut être touché, parce que ça touche même les bébés qui ne sont âgés que de quelques mois. Ouais. Donc c'est tellement grave, tellement sensible que je pense que comme au Sénégal, il y a des élèves qui ont dit qu'ils ne veulent pas aller à l'école. On devrait repousser ces échéances-là. On devrait repousser du moins le temps de mettre en place un certain nombre de mesures qui pourront protéger ces enfants. Malheureusement, le gouvernement camerounais, je ne vais pas dire sans tête, mais va dans ce sens et pense qu'une rentrée scolaire devrait être obligatoire pour le 1er juin prochain. C'est bien sûr la semaine prochaine, vous le savez également, Madame, Messieurs, lors de la rencontre hier avec le Premier ministre, chef du gouvernement, des déclarations fortes ont été faites. Et dans ces déclarations, on nous annonce qu'il se profile à l'horizon
l'arrivée d'un vaccin au Cameroun. Et quand je dis vaccin, je pèse bien mes mots. Le communiqué est encore présent aujourd'hui, signé de M. Séraphin Magloire Fouda. Je parle bien de vaccin. Et s'il s'agit de vaccin, qui doit l'administrer? Il vient d'où ce vaccin? Est-ce qu'aujourd'hui l'OMS a certifié que nous ayons un vaccin pour lutter efficacement contre le Covid-19? Mais au Cameroun, on parle déjà de vaccin et nous croyons qu'il est important de faire très attention. C'est pour ça qu'il faut que les enfants partent à l'école pour qu'on les vaccine. Pour qu'on les vaccine, peut-être et aussi. Vous trouver. Il faut peut-être rapidement trouver l'occasion d'intensifier justement la contamination. Quand on parle de contamination communautaire aujourd'hui, pour rendre la vaccination obligatoire. Donc il faut faire très attention, que les Camerounais restent très vigilants sur cette question. Vaccin Covid-19, peut-être c'est l'entourloupe pour vous les imposer. Restons vigilants pour construire justement le Cameroun de demain. Allez, Dominique Audrey avec vous ce matin. L'histoire nous ramène très loin et nous restons à nouveau suspendus à vos lèvres pour en savoir plus sur l'histoire de ce vendredi. Alors, l'histoire d'aujourd'hui, je l'ai choisie parce qu'il y avait avant une sorte de récrimination de quelques jeunes qui estiment qu'on ne parle que des problèmes de vieux. Et il faudrait qu'on parle un peu plus d'eux parce que eux aussi, les jeunes, ils ont des problèmes. Donc, je vous raconte l'histoire, disons, on va l'appeler Sabine. Elle est âgée de 21 ans. Elle est en 3e année à l'université et elle dit qu'elle a rencontré Michael sur Instagram. Après 3 à 4 à 5 rendez-vous, ils ont décidé de se mettre ensemble et ils en sont à 3 années. Sauf que son père qui n'est pas au Cameroun, lorsqu'il a appris sa relation avec cet homme-là et qu'il a vu les images du monsieur en question, il a demandé à sa fille d'arrêter cette relation parce que le monsieur n'était pas assez bien pour elle. Lui, il est âgé de 29 ans et il a des tatouages partout. Il n'a pas fait bonne impression au père de la fille. Donc, elle en a parlé au jeune homme qui, lui a dit « Oh non, je t'aime et tout. Je voudrais continuer à rester avec toi. » Et en cachette, elle a continué d'entretenir une relation avec cet homme-là. Elle dit que la famille de l'homme la connaît, la maman, le père, les frères, dont elle effectue des visites dans la famille de ce jeune homme-là constamment, mais qu'après 2 ans de relation très stable et parfaite avec cet homme romantique, tendre et très aimant, très attentionné, elle a décidé de mettre un terme à la relation parce qu'elle était obligée de choisir entre son père et le jeune homme. Elle a choisi d'en finir avec et de suivre les recommandations de son père. Sauf qu'elle dit que, puisqu'elle est dans un même groupe WhatsApp avec le monsieur balance dans le groupe que de toutes les façons, tu n'as été qu'une maîtresse, moi je sors avec une femme depuis plusieurs années déjà, tu ne me sers à rien, tu n'as rien valu dans ma vie et tout. Et maintenant, la jeune femme dit qu'elle est sortie du groupe, elle a bloqué sur tous ses réseaux sociaux, mais le monsieur utilise d'autres numéros, des numéros inconnus notamment pour la harceler. Il lui dit qu'il va ternir son image, il va pourrir sa vie. Donc elle dit qu'elle est traumatisée parce que c'est le premier homme de sa vie. Elle aimerait savoir quelle a été son erreur et comment se comporter dans cette situation. Pourquoi cet homme continue de la harceler, pourtant la relation en elle-même est terminée. Merci Dominique Audrey Oyengalek ce matin pour cette histoire. Et la jeunesse est concernée et avec elle également on va s'exprimer. Elle nous laissera également ses propositions. Peut-être les jeunes aussi peuvent une fois parler. Peut-être les jeunes peuvent nous dire ce qu'ils pensent véritablement de cette histoire. Vous avez des plateformes bien connues. 10-12 le Zénith, c'est sur Facebook. Allez vous y abonner et laissez vos commentaires. Ou vous abonnez également sur la page Equinox Télévision. Et sur le fil d'actualité en ce qui concerne la publication, vous verrez l'émission en live là-bas. Laissez-nous vos commentaires, laissez-nous vos réactions, nous les lirons. Et comme on se le dit tout le temps, on se rend compte que parfois, nous, on fait le débat ici et vous le faites sur ce réseau social-là. N'hésitez pas, c'est ça justement qui crée l'interactivité entre vous et nous au même moment. Mais il va falloir rappeler quand même, madame, monsieur, que sur ce plateau, nous avons des courants de pensée. Courants de pensée justement traditionnalistes. Bonbon Bengan en fait partie. On va peut-être dire aussi, courant de pensée traditionnaliste, c'est peut-être évolué. Pour Bombok, il y a également ce courant de pensée traditionnaliste, je vais peut-être dire profond. Et entre autres, occidentalisé, pour qu'on se comprenne très bien. Alors, on est dans une divergence, on est dans une société, on est en démocratie et chaque avis, justement, est bien retenu. Je voudrais, avant d'évoluer, que chacun sache que nous ne sommes pas là pour pencher pour X ou pour Y. Nous sommes là pour donner la parole et la libérer pour chacun d'entre vous. Et merci, bien évidemment, de trouver de l'intérêt à vous exprimer sur chaque sujet. Je commence avec vous, Mbon Bengan. L'histoire du jour, vous l'avez compris, vous l'avez entendu. Dominique Audrey nous l'a raconté.
Vous êtes le père à qui la fille parle. Que lui dites-vous? D'abord, je voudrais d'abord, relativement à votre introduction, il y a des termes que vous ne devez plus utiliser. Lorsque nous avons eu le contact avec l'Occident, qu'est-ce que les femmes africaines ont conseillé d'utiliser comme expression? Je dis bien la femme. La femme africaine a dit « Tout change et nous devons vivre avec notre temps ». Vous êtes venu dire « Ça a évolué ». L'évolution, c'est où? D'accord. Voilà. Je répète, la femme africaine nous a conseillé ceci, je cite, « Tout change et nous devons vivre avec notre temps ». Fin de citation. C'est la grande royale. Voilà le conseil. Donc, laissez-moi de plus soit de l'évolution, parce qu'on va rester là dans les débats philosophiques. On a évolué, on a régressé. La culture doit évoluer. On ne sait pas du tout. Tout change et nous devons vivre avec notre temps. C'est le conseil de la femme africaine lorsque nous allons rencontrer l'Occident. Mais ici, justement... En lien avec l'histoire du jour? Oui, aussi. tout à fait. Il faut encadrer cette fille. Il faut encadrer cette fille qui, moi je ne la condamne pas, elle a grandi, elle a des besoins physiologiques que tout le monde a eu, mais dans les fantasmes de jeunesse, elle est tombée sur un maniaque. Et heureusement, pourquoi j'ai dit qu'il faut bien l'encadrer, c'est elle est attentive à ce que papa dit. Elle est attentive à ce que papa dit. Donc, cette fille, il faut l'encadrer. Il faut l'encadrer et surtout, il faut la protéger de ce bonhomme qui, me semble-t-il, était maniaque. Était maniaque. C'est le genre de personne. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit souvent que le mariage, en fait, ce n'est pas deux personnes. C'est deux familles qui mettent deux personnes ensemble. Même s'il vous arrive de vous rencontrer, vous deux, comme c'est le cas, sachez que personne ne peut voir sa nuque. Donc c'est quelqu'un d'autre qui regarde votre nuque et qui vous dit voilà, voilà, voilà. Et les premières personnes, c'est vos parents et vos frères et sœurs qui vont vous danser quand tu vas dire, parler encore, qui dansent, c'est vos belles-sœurs et vos sœurs qui dansent. Donc cette fille, merci ma fille. Je pense qu'il faudrait qu'on t'encadre davantage. Qui peut l'encadrer, maman? Non, je veux dire qu'elle doit porter le problème d'abord à son père et à ses frères. À ses frères. C'est pas... Parce que pendant la dot qui parle, vous ne parlez pas. Donc, elle est allée, moi je ne dis pas naïvement, j'allais dire c'est un processus normal parce qu'on n'apprend pas des erreurs. Il faudrait donc qu'on lui apprenne que premièrement, c'était une erreur d'appréciation. Parce que quelqu'un peut même venir avec, dans la peau de l'ange, vous ne savez pas. Est-ce qu'elle a envie de découvrir, mais elle est tombée sur quelqu'un qui n'est pas socialement acceptable, c'est tout. Donc il faut l'encadrer. Il n'y a pas de bonne moralité, on va le dire. C'est à notre époque même, je peux vous le dire. Lorsque un jeune s'engageait dans la musique, dans le sport, le football, le tout, on le considérait de voyou. Alors que tous n'étaient pas des voyous. Mais c'est également, je ne veux pas dire que tous ces jeunes hommes qui ont les tatouages sont des voyous, non. Mais papa a un regard beaucoup plus poussé, dans l'appréciation de certain nombre de choses. Et quelquefois, si vous estimez que papa n'a pas bien vu, c'est là où vous parlementez. Mais cette fille, je t'apprécie ma fille, voilà les genres de filles qu'il faut bénir. Très bien. Il faut bénir et accompagner. Ça veut dire qu'en fait, elle veut être dans un mariage, une étude, en essayant de prendre le point de vue de ses aînés, notamment de ses parents. Heureusement que le père que vous êtes là également pour lui dire ce que vous pensez et qu'elle a suffisamment de courage pour prendre ses conseils. Mais il va falloir également qu'on écoute Karine Sontia donner son avis, son conseil à cette fille, à cette petite sœur, probablement, je suppose, ou cette sœur. Que lui dites-vous, Karine? Je pense qu'aujourd'hui, elle est quand même plus forte, capable de comprendre finalement ce qui s'est passé. Parce que la rencontre avec ce jeune homme, entre guillemets, était une rencontre fortuite sur Instagram, qui est encore pire que Facebook, je le dis. Et
c'est une occasion pour elle aussi de savoir que parfois, lorsque vos parents vous disent des choses, ce n'est pas pour vous faire du mal, mais c'est bien de passer par des expériences. Parce que quand elle foire, vous apprenez. Quand une expérience est bénéfique ou quand une expérience est bonne, vous n'apprenez pas. Vous n'apprenez pas parce que vous allez rester sur la célébration du bien. Mais lorsqu'une expérience est foireuse, vous apprenez à vos dépens et forcément, à la prochaine expérience ou encore à la prochaine approche, vous allez savoir quoi juger lorsqu'on vous approche, lorsqu'on vous aborde. Et cet homme-là est le prototype même des hommes qui sont capables de procéder à des viols, à des braquages, à des détournements de mineurs et autres. Je le dis pourquoi? Parce que aujourd'hui, si la fille s'est rendue compte que ce n'était pas une bonne personne et qu'elle s'est séparée de lui et qu'il va dans ce sillage-là, c'est un pervers. Et ils sont très nombreux. Très nombreux. Et vous voyez bien que la fille a une distance avec son papa qui est à l'étranger. Du coup, c'est pas évident pour lui de constater physiquement un changement sur le comportement de sa fille et d'y remédier rapidement. S'il est pervers, on peut le sauver lui aussi? Je ne sais pas dans quelles conditions il a grandi, mais il a 29 ans. Donc, je ne sais pas, moi je ne suis pas sa mère, je ne suis pas son frère, je suis rien pour lui. Donc, je ne sais pas si on peut le sauver. C'est un frère camerounais qui certainement peut-être qu'en l'installant en le soumettant peut-être à un échange psychologique avec un psychiatre, oui. Mais je ne sais pas si lui-même il a la volonté de se sauver. Parce que pour sauver quelqu'un de pareil, il faut qu'il accepte d'abord qu'il a un problème. Parce que non, on le contraint. Vous ne pouvez pas rompre des relations, sûrement que dans la naïveté de la fille qui avait donné son cœur, elle l'a peut-être amené à avoir des positions catholiques et elle veut en faire usage. À ce moment, c'est les menaces. Merci. Il faut menacer ce bonhomme et dire que c'est qu'elle, si elle ose, on peut même porter main sur lui. Merci, Bonbon. Donc, c'est-à-dire qu'en le menaçant également, ça peut sauver la fille. Les menaces réelles. Il y a des dispositions légales qui permettent à cette fille de se protéger. Elle peut porter plainte contre lui pour menaces et chantage et autres que vous connaissez très bien. Elle peut même demander une injonction d'éloignement. Pourquoi pas? C'est connu, c'est normal. C'est 2 ans de relation, donc ils se connaissent bien. Elle connaît jusqu'où il est capable d'aller si jamais il est en colère, si jamais il veut s'en prendre à elle. Donc elle peut pousser plus loin les plaintes. Mais je vais quand même permettre à toutes nos sœurs qui nous regardent ce matin d'apprendre une petite chose. Toutes les relations que vous entamez dans votre vie, soit elles vous apprennent des choses, soit elles vous construisent, soit elles vous détruisent. Et il faut toujours choisir le pan de la construction. 2 ans de relation, c'est pas 2 jours. Ça veut dire qu'elle a subi beaucoup de choses dans cette relation qui l'ont poussée à la fin à dire non, c'est vrai que c'est papa qui avait raison, donc je m'en éloigne. Parce que dans cette histoire, elle nous dit que j'ai rencontré sa famille, je connais tout le monde chez lui et tout, mais elle ne nous dit à aucun moment qu'il connaît quelqu'un dans sa famille à elle. Ça veut dire que c'est quelqu'un de foncièrement mauvais. Et qui, dans le fond, n'était pas intéressé à elle juste pour le fait qu'il voulait une vraie relation, mais il était intéressé à elle vers peut-être la sensation de confort qu'elle lui donnait ou encore la sensation de satisfaction dans le plan sexuel qu'elle donnait parce qu'elle nous dit que c'est sa première relation, donc elle y a cru. Et toutes les femmes sont attachées d'une façon ou d'une autre à la première relation. C'est très important, Karine Santia. C'est peut-être aussi l'occasion de dire à nos petites sœurs, faites mais alors très attention, nous vous aimons énormément et nous ne voulons aucunement vous perdre. Il est toujours important de revenir faire comme la petite sœur qui vient voir papa, ses grands frères et demander des conseils. Vous aussi, madame, monsieur, laissez des conseils à cette petite sœur qui a besoin de vous. Charlamagne Bachou, certainement aussi, a des conseils ce matin, la petite sœur. Que lui dites-vous? Peut-être votre fille aussi, Charlamagne. Les choses du carrefour commencent au carrefour et finissent au carrefour. Ça, c'est Bantou. Les choses du marché commencent le jour du marché et finissent à la fermeture du marché. La vendeuse qui prête les piments, la tomate à l'acheteuse, à sa cliente, ne connaît pas là où elle habite, mais elle lui prête quand même. Le boucher qui prête la viande ne connaît pas là où vivent ses clients, il attend devant. C'est ça la confiance. Mais l'occidentalisation nous a poussé à ceci, que les choses d'Instagram, WhatsApp finissent sur Facebook. Toutes les choses de WhatsApp ne finissent pas à WhatsApp.
ça vous retrouve à Facebook. Commencez une réunion à deux, une discussion à deux, il y aura quelqu'un qui va faire des screenshots, il y a quelqu'un qui va filmer, qui va venir placarder. Donc, à ce niveau, nous sommes en déphasage et en décalage. À notre époque, monsieur Michel Gatchou, on séduisait la femme, on courtisait la femme par des poèmes, par des lettres, on écrivait des lettres. Vous en avez rédigé, vous? Oh, monsieur Michel Gatchou. Donc vous êtes un poète alors? Je peux vous dire que pour coucher une femme à notre époque, il fallait 1 an. Pour voir même le jupon, il fallait 1 an. J'ai dit à notre époque, pour voir le jupon de la femme, c'était 1 an. Mais aujourd'hui, un poisson brisé, une bière égale 1 nuit ensemble. Parfois, tu vois le gars se couper ton code de ping, c'est quoi? Elle dit 6 fois ça. Le gars passe, c'est terminé. Il appelle une fois, tu n'as pas WhatsApp? J'ai WhatsApp, allons sur WhatsApp. Voilà ce qui est devenu aujourd'hui. Les jeunes filles n'écoutent plus. Elles ont bouché leurs oreilles avec du coton imbibé. Toutes les jeunes filles ont bouché les oreilles. Monsieur Michel Gatchou, le modèle de la jeune fille, c'est son père. Vous entendez quand les jeunes filles au lycée, mon père est chaud, mon père est beau. Regardez, c'est la fête des mères. Non? Regardez les jeunes filles. Vous allez voir, les jeunes filles qui vont envoyer les photos de leur maman. Les mamans là sont comme ça. Ben je doute fort qu'elles, quand elles vont arriver à leur âge, elles pourront poster, leurs fils pourront poster leurs photos. Parce qu'elles ont fait des piercings partout. Elles ont abîmé leur visage. Regardez bien. Donc, le modèle du jeune garçon, c'est sa mère. Et un proverbe bantou dit, la jeune fille soigne les rhumatismes de son père et le jeune garçon les douleurs lombaires de sa mère. Ah oui, vous savez, à la vieillesse, le jeune garçon, la jeune fille soigne les rhumatismes de son père. Quand elle vient causer, son père dit, ah, j'ai mal ici au genou, et papa ne bouge pas. Attends, je masse. Quand le garçon vient rendre visite à sa mère, il dit, oui, mon dos. Oui, mon dos. Les douleurs lombaires sont dues à tous les accouchements. C'est le jeune garçon qui soigne les douleurs. Donc, on arrive à ceci que on a une jeune fille qui n'a pas pris la peine d'écouter ses parents, qui n'a pas pris la peine de vivre. Elle s'est jetée dans le jeu de WhatsApp, Instagram. Il y a des dangers partout. Est-ce que ce vers quoi je m'en vais, c'est ce que mon papa le dit tout le temps avec la Grande Royale, est-ce que ce vers quoi Facebook je m'en vais, est-ce qu'il n'y aura pas une conséquence? Pourquoi est-ce que je suis appelé à rencontrer des gens sur Facebook? Pourquoi dans la vie? Regardez qu'aujourd'hui tout se fait sur Facebook. Dès que vous avez des rip, à votre dernière personne, pourtant vous avez 5000 amis. 5000 amis sur Facebook, mais vous avez malheur. J'ai la douleur de vous annoncer la mort, le décès de mon père. Jusqu'à la fin. Au début, vous êtes seul. Et vous avez des amis? Non. Il faut construire un monde physique et non un monde virtuel. Et c'est ce vers quoi nous sommes en train d'aller. Si ce jeune garçon, si cette fille avait dit, je veux un gars qui est le modèle de mon père. Il y a des femmes qui aiment les hommes autoritaires parce que leur père est autoritaire. Il y a des femmes qui aiment les hommes calmes parce qu'elle a grandi avec un papa calme. Il y a des femmes qui veulent un homme qui va amuser parce que papa... Donc je dirais à la fille, quelles sont de ces histoires qu'on appelle Facebook? Il y a beaucoup de gens que je connais qui n'ont pas Facebook. Est-ce qu'elle est un modèle d'homme? Non, qu'elle sorte d'abord. Très bien. Là, son papa. Qu'elle chante. Elle n'a que 21 ans. Donc elle n'a même pas encore les vrais Elle est jeune. Elle est jeune. Qu'elle abandonne la puce. Qu'elle abandonne les réseaux, elle cherche un autre réseau, elle sort de tous ces réseaux sociaux même pour 1 an. Je dis même pour 1 an, elle se détache de tout cela, elle mène sa petite vie, elle se refonde et elle prend son père comme modèle. Dieu merci, elle a écouté au moins une recommandation de son père. Des jeunes filles comme ça sont rares. Son père à distance, son père lui a dit quitte. Dieu merci, elle a pu comprendre parce qu'elle était tiraillée entre son père. Donc j'estime que cette fille doit suivre cela et se retirer et ne pas oublier que tout ce qui commence sur Instagram et WhatsApp finissent sur Facebook. Donc, on part d'Instagram et WhatsApp pour finir sur Facebook. C'est très compliqué. En tout cas... Non, c'est pas compliqué. Non, on vous a compris. On vous a compris. Allez. On vous a compris. Très bien. Dominique Audrey donne son avis. Dominique Audrey donne son avis de sœur, de grande sœur, certainement la petite sœur qui a 21 ans. Et nous écoutons Dominique ce matin. C'est quand même vendredi, Dominique? Oui. Ouais. Oui, et je vais dire... Et je sais que vous êtes gentil le vendredi. Je suis toujours gentil, monsieur Gatchou. Ce que je vais dire à Sabine, c'est que ce n'est pas grave ce qui t'arrive.
Vraiment, ce n'est pas grave. On est toutes passées par là. Malheureusement, dans notre vie, on a tous croisé ce genre d'individus et on a su venir à bout de ça, surmonter ce genre d'émotions-là. Parce que les premières fois ne sont pas toujours très bonnes, même si d'aucunes feront mine de... L'histoire de ce matin est la preuve, puisqu'il s'agit d'un homme de quasiment 30 ans, que l'âge n'est rien. L'âge ne suffit pas pour être mature. Parce qu'à entendre cette histoire, on a un décalage entre l'âge chronologique et l'âge mental de cet homme-là. On a l'impression d'être avec un jeune de sensiblement 16 ans qui va faire la guerre à une minette simplement parce qu'elle lui a dit non. Malheureusement, elle est tombée sur un pervers narcissique qui a une stabilité mentale. Il a tellement un manque de confiance en lui. Il souffre tellement parce que ce genre d'individu, si vous allez fouiller un peu plus dans son enfance, le genre d'homme qui traite les femmes de cette façon, c'est un homme qui a été traumatisé par les violences que sa mère a subies devant lui. Et jamais par les violences qu'une femme lui aurait fait subir? Non. Très non. bien. Écoutez, les hommes qui battent les femmes, généralement, ont vu leur mère être battue. Donc, ils ne font que reproduire, calquer le modèle qu'ils ont reçu dans leur enfance. Donc, on est dans le même sillage. Malheureusement, elle ne nous dit pas si celui-là a été brutal envers elle, mais je pense que la violence qu'elle subit aujourd'hui est plus morale et elle est encore plus forte, malheureusement. Moi, je milite justement pour des femmes qui, au-delà de tout ce qu'elles peuvent subir, que ce soit des sévices corporels, les sévices moraux et les injures et tout ce que vous pouvez savoir, la bassesse dont les gens font preuve au quotidien, c'est qu'elles puissent faire face à tout ça. Être une femme forte, c'est une femme qui réussit à avancer malgré tout. Vous lui avez donné votre fleur. Malheureusement, c'est un ignare qui ne sait pas ce que ça signifie, quelle est la valeur de ce que vous lui avez offert. Mais comme je vous dis, heureusement qu'elle a un père qui n'est pas fermé au dialogue, parce que cette histoire commence lorsqu'elle a 18 ans et son père ne l'a pas brusqué en lui disant « Non, tu n'as pas l'âge et tout ». Il lui a dit « Ma fille, peut-être tu es grande, mais sache que ce n'est pas bien ». Mais les enfants, malheureusement ou heureusement, ont tendance à découvrir le monde par eux-mêmes. On ne peut pas vivre par transposition ou bien par procuration. C'est impossible. Donc, un parent qui pense que en disant non à son enfant de façon brutale, va réussir à faire que l'enfant ne découvre pas ce genre de choses, va se heurter lorsque la réalité va le rattraper. Donc, comme le père de Sabine, il faudrait que les parents apprennent à ouvrir, vous avez dit, libérer la parole avec leurs enfants, et les enfants auront la facilité à revenir vers eux pour leur dire « Papa, voilà, j'ai essayé et ça n'a pas marché. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire ?» Donc, les enfants et les parents doivent avoir des relations fusionnelles. Et on est sûr qu'on aura de bons produits par la suite. Dans la société. Et peut-être aussi, il va falloir qu'elle apprenne à rester à la maison, comme Dominique Audrey. Oui, je ne trahis pas de secret. Bon, là oui, on se comprend. Oui, non, je le dis parce qu'en off, Dominique m'a dit, bah, écoutez, monsieur Ngachou, j'ai une éducation, on m'a appris à rester à la maison. Oui, les filles ne se baladent pas. Les filles ne se baladent pas. Est-ce qu'on vous a aussi dit qu'en se baladant, vous pourrez tomber enceinte? Moi, on m'a dit que les vergetures. Quand j'ai commencé à voir les vergetures, je crois que j'étais en 5e, on m'a dit, comme ça sort sur toi, là, si un homme touche seulement ta main comme ça, c'est parti. Tombes enceinte. Oui. Heureusement. En tout cas, vous avez pris le bon message. Charles même, on reviendra, rassurez-vous. Mais donnons la possibilité, bien sûr, à nos téléspectateurs de réagir. Et heureusement, ils le font spontanément. Quel conseil ils donnent à cette petite sœur? Vous l'avez appelée comment, Sophie? Sabine. Sabine, merci. Qu'est-ce qu'ils disent à Sabine, effectivement? Et comment est-ce qu'elle peut se refaire? Et quel conseil se donner, hein, c'est important. Quel conseil donnez-vous en même temps? Allez, madame, monsieur, allons tout de suite savoir ce que nous propose Charlamagne ce matin, en ce 29 mai 2020, autour de la colère. La colère de Charlamagne, c'est maintenant. Je m'interroge ce jour sur la question de la mauvaise gestion de la filière caoutchouc dans ce pays. Mieux,
l'or blanc. À quoi nous servent ou nous a servi les plantations de la CDC? Evecam, créé en 1975 et privatisé en décembre 1996, la Safacam, PAMOL, les unités industrielles de la SIAC, entendez Compagnie industrielle africaine de transformation du caoutchouc. Quelles sont les statistiques détenues auprès de différents ministères, notamment ministère de l'Agriculture, ministère du Commerce, ministère de l'Industrie, au sujet de l'EVA du caoutchouc au Cameroun? Quelles sont les statistiques que nous détenons en termes de production, commercialisation? Qui se souvient de cette balle en caoutchouc? Merci à la régie. Qui se souvient de cette balle en caoutchouc qu'on utilisait il y a encore quelques années pour jouer au ballon? À quoi nous sert le centre de recherche sur le caoutchouc de Kona? Les structures de production sont contrôlées par des capitaux en majorité privés. Savez-vous que dans certaines plantations, on n'hésite pas à remplacer l'EVA par des cultures plus intéressantes lorsque la conjoncture le suggère? Savez-vous que les pouvoirs publics ne contrôlent en effet que très partiellement ces structures de production? Le Cameroun, véritable Afrique en raccourci, bénéficie d'une diversité des milieux naturels qui lui a permis de devenir producteur d'une bonne dizaine de denrées agricoles. Les premières graines d'EVA ont été introduites au Cameroun par les Allemands vers 1900 et plantées au jardin botanique de Victoria. À quoi aura servi l'exploitation de l'EVA organisée depuis 1934 dans ce pays? Oui, on produit l'EVA au Cameroun depuis 1934. Mais est-ce que ça profite au Cameroun? Savez-vous que la production du latex, héritage colonial, remonte à plus de 100 ans dans ce pays, parce que très tôt introduit? Savez-vous que les plantations autochtones de la côte camerounaise commercialisaient dès 1884 du latex récolté dans la forêt, bien avant l'annexion même des territoires par les Allemands? On connaît le latex, on connaît le caoutchouc et l'EVA, mais en profite-t-on? Comment comprendre le fait que l'exploitation du caoutchouc n'a jamais servi l'économie du Cameroun? Comment comprendre que le Cameroun n'est pas une véritable industrie du caoutchouc capable de limiter ses importations massives qui grèvent la balance commerciale déjà déficitaire? Savez-vous que pour ce qui concerne les exportations, le Cameroun vend pratiquement 97% de sa production de latex? Pendant ce temps, les importations d'articles en caoutchouc se sont élevées à 50 000 tonnes. Oui, on préfère vendre, mais on achète tout ce qui est caoutchouc qui vient d'ailleurs. Savez-vous que les importations de pneumatiques représentent entre 70 et 75% de l'ensemble des articles en caoutchouc? Savez-vous que de nos jours, 80% des importations de pneumatiques concernent d'ailleurs des pneus d'occasion, dont le prix sur le marché local représente le troisième de celui d'un pneu neuf. 12 000 francs contre 46 000, 56 000 et j'en passe. Comment comprendre que le Cameroun importe massivement les pneus au moment même où son EVA se porte pour le mieux? Est-ce que c'est véritablement les Camerounais qui sont derrière la culture de l'EVA? Question. Comment comprendre qu'il n'existe un seul Camerounais qui se soit lancé dans la culture du caoutchouc parce qu'encouragé par l'État? Il est où? Comment s'appelle-t-il? Point d'interrogation. Comment comprendre qu'au Cameroun, la production du caoutchouc naturel est à la fois caractérisée par la domination de 4 entreprises agro-industrielles aux forces inégales? CDC, qui a 21 681 hectares, Evecam, qui avait 15 125 hectares, Safacam, 3 841 hectares, PAMOL, 1185 hectares. Comment comprendre que l'administration camerounaise a poussé, sous la demande des colonisateurs à l'époque et des bailleurs de fonds, et ce jusqu'à aujourd'hui, les agriculteurs sur le chemin
de la petite plantation du café et cacao sans jamais orienter les 10 agriculteurs vers l'EVA culture. Qui gère le marché de l'EVA en Afrique et particulièrement au Cameroun? Question. Comment comprendre que cette filière soit tenue par les étrangers plutôt que par les nationaux? Savez-vous que les greffes ne manquent pas dans ce pays? Savez-vous que dans la région du Sud, on a vu environ 10 000 hectares de forêt rasés en 8 ans? Pourquoi l'EVA culture? Comment comprendre cette complicité tacite entre les pseudo-investisseurs et l'accaparement des terres, l'expropriation des populations autochtones pygmées sans indemnisation, des menaces sur la réserve naturelle du Dja, l'un des poumons verts de la planète? Savez-vous que dans le sud du Cameroun, une société exploite une concession de plus de 100 000 hectares de terre rien que pour l'EVA sans aucun contrôle? Savez-vous que cette société, qui travaille à l'exploitation anarchique des terres, géant mondial du caoutchouc, est le premier fournisseur de matières premières pour les pneus de Michelin, Goodyear, Continental ou Bridgestone? C'est au Cameroun. Dites-moi alors, que gagnent les populations, pour ne pas dire l'économie camerounaise? Comment comprendre que certaines entreprises exerçant dans la filière caoutchouc bénéficieraient de passe-droits, comme des exemptions fiscales pendant 10 ans, ou encore la liberté d'étendre la superficie de son exploitation dans le mépris des textes réglementaires? Au finish, c'est presque impuissant que les Camerounais assistent à l'invasion des articles en caoutchouc fabriqués au Nigeria voisin, en Chine lointain, dans les principaux marchés. Que sont devenues les entreprises Bata? Ce matin, la colère. Mbombo Bengan, je ne sais pas si un jour vous avez entendu parler du prix d'une roue de Caterpillar. Vous en avez entendu parler au moins une fois? Oui. Vous avez une estimation du coût? Non. Vous savez au moins ce qu'il peut avoir un pneu qui coûte 1 500 000, parfois 2 millions? Je ne savais pas. Très bien. Alors, et quand on vous raconte, quand on vous dit qu'au Cameroun, tout se produit au niveau du Cameroun avec les VIA, Charlemagne nous faisait savoir. Et que le géant mondial, celui qui fournit, mondial, il est dans le sud, au Cameroun, qui fournit à Michelin, Goodyear, Continental, Bridgestone. Est-ce que vous le savez, Mbombo Bengan? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de nos chauffeurs, nos conducteurs, que tout ce qu'ils ont comme pneus, c'est des pneus parfois usés en Europe, que l'on met dans des conteneurs et qu'on vous ramène au Cameroun et ils se les arrachent comme des petits pains, et pourtant au Cameroun on produit les VA. Comment vous comprenez ça? Non, puisque en fait moi j'ai vécu une certaine époque, il a parlé de Safakam. Demandez tous ceux qui sont à Dizangue ce nom, Chamot. Moi aussi j'envoie. Chamot à Dizangue, il était caractérisé par, c'était un esclavagiste hors pair. Et admis comme tel. C'est tout. Non, la culture de l'EVA n'est pas venue pour aider le Cameroun à se développer. Ce n'est pas vrai. Pour comprendre la colère de Charles Hamel aujourd'hui, il faut revenir un peu dans ce que un certain Paul Ouvelin, il était le président du patronat français dans les années 79-80, 78-79-80. Il y avait eu une crise de pétrole, pétrolière en 73 et tout, et quelques 10 ans après, les pays africains ont commencé à développer leur production de pétrole par 10. Et Paul Ouvelin, président du patronat français, a créé quelque chose qui n'a jamais existé, ou alors qui n'a existé que sur du papier. Action concertée pour le développement en Afrique. Action concertée pour le développement en Afrique, ACEDA. Et le drame, justement, c'est que les gens ont compris le contraire de ce que disait Paul Ouvelin. Les gens ont compris comme s'il parlait du développement de l'Afrique. Or, ce n'est pas vrai. Pour dire quoi? Pour dire que l'EVA n'a rien à voir, les orientations de la culture de l'EVA, de la politique, il en est de l'EVA que du coton. N'avait rien à voir avec le développement de notre pays. On a trouvé des terres fertiles, on vient cultiver quelque chose avec les esclaves pour s'enrichir. C'est comme ça qu'il faut comprendre
ces choses-là. Et on en fait justement des pays comme le Cameroun des terres d'exploitation. Oui, vous allez avoir un autre point, on parlait du ministère du Commerce et de l'Industrie, mais apparemment c'est le ministère de l'Industrie, Développement, quelque chose comme ça, technologique. Ça n'a rien à voir. Donc, vous ne faites ça que, en fait, pour encadrer les investissements étrangers sur votre sol. C'est tout. Votre sol, il n'est pas question, par exemple, pour des ingénieurs, j'ai appris que voilà, c'est vous qui nous avez dit qu'on a créé beaucoup d'écoles polytechniques. Voilà. Et ils viendraient faire des recherches pour que, à la longue, on s'approprie cet élevage-là. Même lorsque, dans les années 78-79, on a commencé à parler de la camerounisation des cadres. Non, on met quelques cadres là. D'abord, on leur donne un comportement qui est, ils prennent leur congé en Europe, leur comportement de la vie des Blancs. D'abord, dans les camps, ils avaient leur camp et les ouvriers, les leurs. Ouais. Il n'y a pas, ce n'est pas possible. Je vous rappelle cette histoire parce qu'ils vivent encore tous les deux. Il y a un gars qui avait créé un problème à Semri. Il s'appelle Maïdadi Seydou. Voilà un ingénieur. Maïdadi, oui, il vient, il a fêté ici. Et dans les Micmacs, on l'envoie là-bas, au cadre. Il était à la Sonnelle, on l'envoie. Quand il arrive, il trouve donc cette économie, il dit non. Or, c'est son papa qui était président du conseil d'administration. Qu'est-ce qu'il a trouvé, Mbombo? Il a trouvé ces camps comme dit Tanga Nord et Tanga Sud. Les hauts cadres mangent avec les blancs, ils étudient, et les ouvriers. Lui, il a commencé à inviter les ouvriers au restaurant pour manger avec les patrons. Il les invitait à nager à la piscine. Conséquence, on le licencie. Bien entendu. Donc, en fait, c'est comme ça l'EVA. Quand on a donné une partie, l'EVA à la CDC, qui est le deuxième employeur après l'État de Cameroun, en fait, c'est pour que l'État, et même EVA qu'on a créé, c'est pour que l'État, on lui donne l'impression qu'il contrôle, mais il ne contrôle rien. Donc, à quoi l'EVA ne profite pas au Cameroun, tout comme le coton ne profite pas au Cameroun. On vous enlève justement le développement des cultures qui auraient dû vous enraciner dans votre culture et vous faire procurer de l'argent pour vous amener vers les cultures d'exportation. Merci, Mbon Bengan. Karine Sontia, la colère ce matin nous interpelle. Le caoutchouc, peut-être vous retenez le caoutchouc, le fouet qu'on avait à l'école à l'époque. Oui, parce que ça aussi c'est du caoutchouc. Oui, nous on a connu le caoutchouc sur la mer, c'était très compliqué. Quand on nous allait, prenez-moi le caoutchouc, vous comprenez que on vous fessera. Et quand on vous dit on vous fessait bel et bien, quand on met bel et bien, de la route de ça devient compliqué. Allez, pour être plus sérieux maintenant, caoutchouc en même temps, EVA. Le Cameroun, est-ce qu'on en sait même grand-chose de ça, votre avis? Ça c'est pour vous. Vous allez savoir quoi c'est ça. Ce qui est inquiétant, c'est que ça cause même l'avancée du désert au Cameroun. Et dans la région du Sud, ça menace même la disparition de la réserve du Dja, qui est classée patrimoine mondial de l'UNESCO, face, devant et au sud de toutes les ONG telles que Greenpeace et autres, qui font des colloques, des réunions et tout pour dénoncer, mais rien. C'est-à-dire que c'est plus de 100 000 hectares de forêts qui sont déjà dont ces entreprises-là possèdent déjà, et en plus de 10 000 qu'elles ont déjà usitées auprès des populations, qu'elles ont déplacées, et les populations se plaignent parce qu'elles n'en profitent pas. S'il vous plaît, elles bénéficient des exonérations fiscales jusqu'ici, et puis elles ont des passes pour utiliser ces forêts-là et d'étendre même la forêt pour 10 ans. Un pays comme ça, qui permet à une entreprise étrangère de venir réutiliser de venir faire de la plantation de l'EVA qui ne profite même pas d'abord à ses propres citoyens, mais qui permet à l'entreprise d'étendre les terres pour 10 ans. Et c'est plus de 10 000 hectares de terrain qui ont été ajoutés à 100 000. Ça fait combien? Et qu'est-ce qu'on fait des citoyens, des populations, des autochtones qui sont là-bas? On les déplace, elles sont balancées partout, abandonnent parfois les tombes de leurs ancêtres et autres pour aller se réfugier je ne sais où. Devant tout le monde. Et puis on n'en fait rien. Qu'est-ce que ça profite au Cameroun au final? On n'en fait rien, pourquoi? Parce que ça... Parce qu'il y a des gens tapis dans l'ombre qui profitent des passe-droits de ces opportunités. Parce que à la fois ce sont des opportunités pour ceux qui dirigent, à la fois c'est le malheur des citoyens qui vivent normalement aux dépens des écorces dont les arbres sont détruits en remplacement de l'EVA, qui au final ne donnent rien au Cameroun. Vous savez à combien est-ce qu'on vend ces sandales qui sont qu'on appelle généralement les tchantchouch?
ou encore les Matanga. Les Matanga. On a eu au Cameroun Bata, Batoula, voilà, les babouches qu'on appelle, les sandales qu'on appelle les gommes, par exemple. Vous savez à combien ça se vend et d'où ça vient du Nigeria. Vous en fabriquez combien, quelle quantité pour vendre à qui? C'est de ça qu'on parle. Parce que lorsque vous faites une production industrielle et que ça ne vous profite pas, ça ne sert à rien. Vous produisez une chose que, étant encore brute, c'est exporté. Même pas la première transformation ne vous appartient. Mais attends, vous savez, qu'est-ce qui est transformé sur place au Cameroun? Vous savez, il y a ce déchet de l'EVA qu'on utilise pour faire même les allumes-feu, qui est parfois très rare sur le marché. Pour allumer le feu. Prisé par les mamans. C'est le déchet de l'EVA. Je vous dis pas que c'est le déchet qu'on utilise pour allumer du feu, mais qui est parfois rare. Pourquoi? Parce que sur le marché, parfois, même ces déchets sont parfois exportés, qui sont vendus tellement cher. Et on trouvait l'EVA où? À Ebolova, à Sarmelima, à Edea et dans une partie du sud-ouest, à Kribi. Aujourd'hui, c'est étendu dans presque toutes les régions du Cameroun. On a tout ça et ça ne nous sert à rien. C'est ce qu'on doit dire. Oui. Dominique Audrey, ça vous sert quelque chose? Oui. Je vous relance comme ça bêtement. Mais on est tous débordés. On se pose la question, effectivement. On a l'EVA au Cameroun. On a des entreprises qui les utilisent. Et on souffre du caoutchouc au Cameroun. Comment vous comprenez ça? Vous ne souffrez pas puisqu'on vient vous revendre et les tissus en caoutchouc, et les prises en caoutchouc, et les gants dans les hôpitaux en caoutchouc, les gazons synthétiques dans vos stades, entre guillemets, presque prêts en caoutchouc. Il y a également dans nos cuisines, on a les boîtes, les gamelles dans lesquelles on garde la nourriture qui sont faites en caoutchouc. À gaz. Donc ne dites pas que ça ne vous sert pas, ça vous sert, vous achetez juste. Vous achetez. Rendez-vous compte peut-être au moins il faut revoir les coûts parce que au moins ce Cameroun on peut en produire. On ne devrait même pas en acheter, monsieur Ngachou. D'accord. Comment se fait-il que ne serait-ce que la prise, on n'est pas à même de pouvoir en faire? Écoutez, lorsqu'on finit d'exporter notre caoutchouc, disons, je dis bêtement aux États-Unis, eux ils arrivent là-bas parce qu'eux ils ont mis sur pied le tissu en caoutchouc. Nous ici, on a des chercheurs qui peuvent faire ce genre de travail, mais on ne met pas à disposition, en plus des nouvelles même, on en a multiplié qui devraient pouvoir travailler là-dessus. Non, on devrait arrêter de tout exporter. On doit favoriser la création d'industries ici et pouvoir travailler et avoir notre propre matériel. On a des chaises en plastique qu'on ne fabrique pas. On a des verres en plastique. On a la vaisselle en plastique. Tellement de choses qu'on est obligé d'acheter. À quel prix? Parce que toute la matière première, on a fini par la vendre. Monsieur Ngachou. Donc, vraiment, vous avez dit que ça ne sert à rien, mais on peut sauver, on peut changer les choses. On peut vraiment changer les choses. Vous me permettez, quand je vous entends parler, à un moment donné, on se pose tellement de questions. Qu'est-ce qu'on fait dans ce pays? Non, on retrocède parfois. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait dans ce pays? On retrocède les terres aux populations. Monsieur Ngachou, on voulait rétrocéder quand on les a justement Monsieur Ngachou, oui. C'est très grave. Monsieur Dominique Audrey. Oui. Pour avoir le traitement à une maladie, le malade doit d'abord admettre qu'il est malade pour qu'on puisse le soigner. Donc les Camerounais doivent accepter qu'on est à ras le sol et il faut pouvoir se lever. Donc vous devez d'abord admettre que vous n'avez rien, vous ne faites rien puisque le cure dont vous importez. Donc lorsqu'on aura fini par mettre ce genre de choses, et là on sera prêt à construire un Cameroun nouveau. Restez avec nous, madame, messieurs, sur les antennes Equinox Télévision. Et pendant que nous y sommes, vous le savez, c'est 10-12 le Zénith, votre talk show qui vous accompagne de 10h à 12h, du lundi au vendredi. Et j'aime à le dire, nous sommes le vendredi 29 mai 2020. Dans un instant, madame, monsieur, la deuxième partie. Et on reste ensemble. Content, madame, monsieur, de vous retrouver. Deuxième partie, 10-12 le Zénith. Et ensemble, on va également épuiser cette question autour du caoutchouc. Quand on vous raconte et quand on vous dit effectivement que l'une des entreprises qui fournit au mieux le caoutchouc pour le géant mondial vient du Cameroun. Et après l'avoir exploité sur nos terres, on vous les retrocède. Quand il n'y a plus rien à exploiter sur la terre, comment vous analysez cela? Et tout se passe au sud du Cameroun, dans notre pays, ensemble. Alors, Charles a même battu ce matin. Pour cette colère, effectivement, il va falloir justement qu'on vide cette question. Les Camerounais peuvent-ils se lever et dire stop à la décolonisation? Non, à la colonisation, parce qu'on nous laisse croire qu'on est décolonisé. Pourtant, c'est encore justement cette colonisation que nous vivons.
Est-ce qu'on peut vraiment en sortir? Est-ce que nos frères du Sud peuvent se lever et dire nous ne voulons plus de l'exploitation levée ici si on ne nous donne pas la possibilité, nous aussi, d'en jouir et d'en profiter au Cameroun? Souvenez-vous, au Gabon, lorsque le président Bongo est monté au pouvoir, la première des choses, l'une des premières mesures qu'il a mises en place, c'est de demander que le bois gabonais soit, dans un premier temps, exploité sur le sol gabonais pour donner de l'emploi aux Gabonais. Qu'est-ce qu'on fait donc de nos frères du Sud alors que l'EVEA, le géant mondial l'EVEA, exploite les terres du Sud pour fournir le monde entier justement en termes de caoutchouc? Il s'appelle le Sud Cameroun EVEA. Il s'appelle Sud Cameroun EVEA. Pourquoi est-ce qu'il met tout le nom du Cameroun dans les autres? Mais pour vous Sud dire... Singapour EVEA? Oui. Oui, on peut mettre Sud Singapour EVEA, il n'y a pas de problème. Pourquoi est-ce qu'il faut absolument trouver une connotation camerounaise pour endormir les Camerounais? Ça n'appartient pas aux Camerounais, vous le dire. Non, monsieur Michel Ngachou, non. C'est sur les terres camerounaises. Mais que gagnent les populations camerounaises? Le fouet, la chicotte. Ont-ils seulement une université de ce côté? Ont-ils des écoles, un dispensaire, une route? Point d'interrogation. Monsieur Michel Ngachou, nous étions en 1978 que la compagnie industrielle africaine de transformation de caoutchouc, SIAC, produisait ici au Cameroun 304 650 chambres à air. C'est-à-dire le premier... 258 005 pneus. C'était là. On était rien qu'en 1978. Alors, aujourd'hui, on est en train d'importer 38 000 tonnes du Nigeria voisin de caoutchouc. Les sacs, les jouets, les tissus, les éponges, matelas en mousse, ça sort du Nigeria. Monsieur Michel Ngachou, avec le caoutchouc qu'on produit au Cameroun, on peut faire, seulement pour les véhicules, on peut faire les chambres à air, les pneus même sans chambre à air, on peut en fabriquer, les durites, les joints, les courroies, tapis pour voiture, seulement en caoutchouc. Ça peut permettre au Cameroun de tourner. Regardez même les bensikineurs qui ont développé des trucs sur leur moto. Rien que le caoutchouc, monsieur Michel Ngachou, on peut s'en sortir. Nous n'avons rien. Nous n'avons rien au Cameroun. Est-ce qu'on a une industrie de caoutchouc au Cameroun? On en a. Mais est-ce qu'on veut déjà en avoir aussi? Parce qu'on se demande, permettez, cher Lamel, la politique, du moins, que fait par exemple un ministère comme le ministère de l'Industrie, je crois des mines et du développement technologique. Voilà, j'y arrive. Il faut on attend un forum qui va organiser, on va discuter avec eux. Vous avez vu comment les pneus entrent au Cameroun? Jusqu'à ce qu'on encourage, l'Assemblée nationale encourage le projet de loi d'aller voter, on ajoute encore des taxes. Regardez ici au Carrefour à Gyp. Regardez à Bonabéry. Mais c'est des pneus usités. Alors que le vrai produit, et c'est démontré partout, après la Côte d'Ivoire, c'est le Cameroun en termes de qualité d'EVA. De la bonne qualité, c'est le Cameroun. Les gens viennent s'installer au Cameroun. Ils fabriquent, ils prélèvent le latex, ils prélèvent les produits caoutchouc et on va fournir aux géants mondiaux. Goodyear, Bridgestone, Michelin, c'est eux. On revient nous vendre et nous payons. Mais c'est grave. Nous ne sommes pas une porcherie, l'Afrique, quand même. Quand même. On a quand même... Et puis là, quand vous parlez de liberté, il faut aller voir qu'est-ce qu'on a signé avec eux. Qu'est-ce qu'on a signé avec cette entreprise? On peut être même en train de taper sur l'entreprise en question, alors que l'entreprise est en règle sur le plan gombotique. Quel est donc ce groupe tapis dans l'ombre qui pille, qui n'aide pas les Camerounais? Parce que, vous savez, je vais vous dire, l'investissement dans l'EVA est le meilleur qui soit au monde. Je dis l'investissement dans l'EVA, c'est le meilleur. Après, monsieur, parce que c'est, comment on va dire, c'est une culture pérenne qui dure plus de 30 ans. C'est une culture pérenne qui dure plus de 30 ans et qui assure la meilleure retraite qui soit au monde. Je vous assure l'EVA. Parce qu'après plus de 20 ans, les traites, ou la saignée, vous avez 2 fois plus de tasses. Vous voyez les tasses qui sont souvent, vous avez 2 fois plus de tasses. Et ça se vend extrêmement cher sur le marché. L'EVA procure des revenus mensuels à l'exception de 2 mois de soudure par an. Nous en avons. Quand vous quittez d'ici là pour aller au sud-ouest, vous vous tournez à gauche, banane. Vous regardez à droite, thé. Vous regardez devant, les populations mangent quoi?
Et là, justement, lorsque vous parlez de Sud-Ouest, à un moment donné, quand on se rendait bien sûr à Limbé pour quelques randonnées et que nous traversions justement ces plantations d'EVA, pour ma première fois, je me suis demandé, mais qu'est-ce que c'est? On m'a dit, ce sont des plantations d'EVA sur des kilomètres en même temps. Nous sommes en train de porter du Nigeria. Le Nigeria lui-même fait dans l'EVA, mais il transforme son EVA. Il fabrique ses chaussures. Vous portez les tchanchous ici. Vous utilisez les gommes. Vous utilisez tout ça, c'est le Nigeria qui fait. Mais justement, tout à l'heure, Karine Santi a bien fait la mention, disons que c'est au vu sur des ONG comme Greenpeace, pour parler également des questions liées à l'environnement. On ne les inquiète pas, on ne leur dit rien, ou même quand bien on dit, ils ne font rien, ou c'est une belle complicité avec les pouvoirs publics qui font tout justement pour les maintenir sur ce Camerounais, et pour qu'il y ait une caste de personnes qui puissent en profiter, jamais le peuple camerounais. Allez fouiller, vous allez voir, s'ils n'appartiennent pas à la famille X, ils appartiennent à la famille Y, ce sont les protégés d'eux qui sont derrière, tranquillement tapis dans l'homme et qui consomment cet argent. Bon Bengan, justement sur la question, à quand la vraie décolonisation du Cameroun? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le Cameroun, notre pays, soit décolonisé dans tous ces aspects? Parce que là quand même c'est assez grave. Non, il faut deux choses conjuguées. D'abord, le changement de régime, ensuite le changement de système. Quelle garantie pour le changement de régime? Oui, donc je veux dire l'alternance au sommet de l'État, il le faut. Et espérant que celui qui viendra là va procéder au changement de système. Le système, oui, les Camerounais ont beau parler, nous avons parlé du coton dernièrement, je leur ai dit ici, on nous a imposé certaines cultures pour nous assujettir, pour nous appauvrir davantage. Est-ce que c'est le coton et la culture principale? Non, c'est le mil et le sorgho. Pourquoi n'a-t-on pas développé le mil et le sorgho pour que ces populations-là se reconnaissent dans cette agriculture? Il en est de même aujourd'hui de l'EVA. Quand on vient avec l'EVA au Cameroun, d'abord, il y a des pays comme ça, vous entendez parler toujours des Philippines, de l'Indonésie, de certains pays, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, c'est justement des comptoirs pour pérenniser le comptoir colonial. C'est ce système qu'il faut changer. Et on ne peut le changer que si nous avons un régime qui est proche des peuples. Voilà. Il va donc négocier ce qu'on appelle le transfert de technologies. J'ai dit, c'est ça qui se pérennise. Comment le Cameroun peut avoir la deuxième réserve de nickel et du cobalt et qu'on les confie aux Américains de Géovic et que le gouvernement n'ait pas pensé au transfert de technologies pour que le cobalt et le nickel soient transformés ici. Est-ce que le gouvernement lui n'est pas cruel avec son peuple Mbombengan? J'ai dit, quand on a installé un comptoir colonial, on vous demande de pérenniser ce comptoir. Bon, vous allez dire, il est là, justement, c'est ça le problème, parce qu'à un moment, même un esclave peut se révolter. Un esclave peut se révolter, il s'est dit, même si on veut, on me tue. Si on veut, on organise un coup d'État. Si écoutez, on veut, Sankara a été tué, justement, on le sait bien. On a vu. Même Gbagbo, lorsqu'il a dit la politique de la Côte d'Ivoire sera définie au bord de la lagune ébriée et non au bord de la Seine. Nous avons vu ce qui lui est arrivé. Donc, en fait, ce qui arrive, on le sait. Donc, notre chef d'État a peur de ça? Je n'en sais rien, mais je sais qu'il est là, oui, il a peur de ça. Donc, il n'a pas assez de couilles, c'est ce qu'on va dire. Il a peur de ça. De toutes les manières, il a été mis là pour ça. Parce que quand on le choisit pour être président de la République, ça s'est fait ici en février 1975 au congrès de l'UNC à Douala. Donc, on le prépare à cela. On le prépare à cela. Donc, c'est pour perpétuer le comptoir colonial. Il faudrait quelqu'un d'autre avec un autre logiciel. Il va dire, bon, je vais oser. Même si c'est seulement un mois à la présidence de la République, bon, si on monte ma propre armée pour me tuer, tant pis. Mais j'aurais dit au peuple camerounais les orientations pour sa souveraineté. Mais est-ce qu'il faut moins se racheter pendant que nous y sommes? Il nous écoute, il nous regarde. Absolument. À ce moment-là, il y a d'autres aspects. Vous pouvez envoyer des signaux, vous montez votre population contre un certain nombre de choses, et là, vos bailleurs de fonds vont dire, ah oui, vraiment, c'est le peuple lui-même qui a exigé que.
C'est un peu comme ça. Mais c'est très compliqué. Lorsque vous parlez du peuple, j'ai très peur parce que on peut bien orienter les vœux du peuple, les volontés du peuple. On peut dire autrement ce que le peuple veut. Non, par exemple, non. On vous donne les chiffres normaux. On vous dit, par exemple, pourquoi la guerre perpétue dans le nord-ouest et le sud-ouest. Mais vous savez aussi, on a traité ce sujet, c'est Richard Lamey qui nous a fait comprendre que ne serait-ce que l'Institut national de la statistique vous donnera quel chiffre crédible. Allez, Charles Non, vous m'avez posé la question si on peut se racheter. Oui. Je suis dans si on peut se racheter. J'ai dit c'est dans on peut se racheter là qu'on envoie certains services des renseignements donnés au peuple camerounais certaines informations en leur préparant à une certaine révolte. Merci dans le latex camerounais qui est le meilleur, qui est de la plus bonne qualité, après celui de la Côte d'Ivoire, on peut faire des dérivés pour les semelles des chaussures. Nous avons des gars qui font la cordonnerie au Cameroun. Ils ont besoin de semelles. Les bottiers ont besoin d'utiliser. On a besoin de tout pour la décoration, même dans les maisons. Des caoutchoucs aujourd'hui, on utilise pour faire des décorations dans la maison pour éviter le verre, les roues de voiture. Mais monsieur Michel Ngachou, c'est ouvert. Depuis quand est-ce qu'on communique au Cameroun sur la culture du caoutchouc? Il n'y a que deux choses qu'on met en avant. Le cacao, le café. Il y a le forum sur le cacao, le forum sur le café. La fête du café, mais les veillards, c'est là où les agriculteurs camerounais doivent aller. On n'en parle pas. C'est là où les vrais agriculteurs doivent aller. Donc c'est faire dessin. Sur 30 ans, je vous assure, vous êtes milliardaire, multimilliardaire. Mais la preuve, c'est sur votre sol. Mais monsieur Chalamel, le président de la République quand même nous a dit à plusieurs reprises que la terre ne ment pas. Est-ce que aussi les Camerounais ne peuvent pas s'éveiller? On vous dit que la terre ne ment pas quand on a déjà vidé la moitié de votre terre. On exploite depuis, je vous dis que c'est depuis 1884 qu'on a commencé la vente sur les côtes. Sur les côtes, allez fouiller dans les livres d'histoire. Même bien avant la terre ne ment pas. Est-ce que la terre nous appartient? Non, la terre ne nous appartient pas. L'entreprise qui est installée au sud, vous savez comment les veillards tirent l'eau? Vous savez comment les veillards se nourrissent et puisent le sol? Lorsqu'on va dire, d'accord, comme la SFID, d'accord, nous on a fait faillite, on part à nous. Voilà. On connaît ça. Vous faites quoi? C'est un bon exemple. C'est un bon exemple, monsieur. Merci, Chalamel. La société forestière industrielle de la Djomé, qui a dévasté les forêts camerounaises pendant 50 ans, mais vient déclarer faillite alors que l'a fait des milliardaires. Au moment où on déclare sa faillite, c'est précisément parce que les essences qu'elle cherchait ne sont pas enrichies. Merci à vous, cher monsieur. Merci à vous. Dire finalement que le Cameroun doit être reconstruit, madame, monsieur. Mais avec qui allons-nous reconstruire ce pays? Avec qui allons-nous reconstruire cette nation? Qui soit capable justement de réunir les Camerounais autour de ses valeurs et de lui donner l'occasion de repenser sa nation, de repenser sa terre, de repenser son avenir. Et lorsque vous écoutez toutes ces colères qui ont été générées sur ce plateau, vous réalisez que le Cameroun va mal. Et très mal. Et il va falloir qu'on se réveille d'une manière ou d'une autre, madame, monsieur. Tenez le bon cap parce que le Cameroun est le nôtre et nous ne baisserons jamais les bras. Karine Santia, les messages c'est maintenant. Les sans confiance sont exportés du Nigeria dans le Grand Nord. Le prix est de 350 l'unité. Or, au sud, c'est à partir de 500. Il y a les fils en caoutchouc que les demoiselles du Grand Nord utilisent pour se tresser, venant toujours du Nigeria, au Cameroun, pays de leurs ancêtres. El Hadj Midre depuis l'extrême nord. La colère du jour, la Soca Palme, avec l'accord du gouvernement, a coupé tous les palmiers à Bomono pour planter les veillards. Nos mamans ramassaient même les noix qui tombaient pour nous préparer du bon coq. Et avec autre sauce aux noix, et les jeunes en gic se constituaient pour assurer la sous-traitance. Tout ça est fini. Rien n'est fait pour nous, le peuple. Aujourd'hui, on importe de l'huile de palme. C'est bien et c'est même très bien à l'horizon 2035. C'est-à-dire, si on t'explique le 237, tu comprends, c'est que tu as confondu avec 7 avec 1. Un autre message. Savez-vous que le Niger, pays de l'Ouest, fournit à plus de 70% l'uranium qui sert de combustible aux 52 centrales nucléaires réparties dans toute la France? Pourtant, le Niger voit sa population dans le noir, sans électricité. Mais justement, il faut peut-être qu'il y ait un soulèvement. Non, voilà un problème. Justement, merci, chers téléspectateurs. Pourquoi il y a eu tant de coups d'État au Niger? C'est précisément parce que Areva, il parle de l'uranium
qui produit 40% de l'énergie consommée en France. Et lorsqu'un président arrive, il estime que non, ça ne peut pas se faire comme ça. Vous entendez seulement que Ibrahim Baré Maï Nassara a renversé tel a renversé Ibrahim Baré Maï Nassara, tel de le donc voilà. Et après, oui, même la presse occidentale, les Africains se prennent au sérieux, il faut que les Africains se prennent au sérieux. Qu'est-ce que les Africains sont au sérieux? Voilà la politique française, pour qu'on se comprenne. Est-ce que vous pouvez me dire que Lumumba n'était pas sérieux? Très sérieux. Moumie n'était pas sérieux? Que même hier, Wandje qu'on venait d'assassiner hier en 71 n'était pas sérieux? Justement, le problème c'est qu'il faut décapiter. Il faut décapiter. C'est pour cette raison que lorsque vous avez un opposant qui essaie d'émerger, on fait peur, on essaie de décapiter l'opposition pour justement ériger à la place ceux qui vont perpétuer le comptoir colonial. N'est-ce pas ce que Maurice Kamto sera en train de vivre aujourd'hui au Cameroun, hein? On a tout le sens. De toutes les manières, oui. Il a dit que même en France, la constitution de la République française a connu des étapes. Et comme tu as dit, il n'est pas écrit sur ton front président de la République. Il est venu donner le courage au peuple camerounais. Peut-être c'est sa mission. Il est venu donner le courage et c'est ce courage-là qu'il faut. Maintenant, le peuple, si le peuple est courageux, le peuple est éduqué, il pourra donc choisir si c'est Kamto ou si c'est quelqu'un d'autre. Non, mais il faudrait d'abord s'armer de courage. C'est ce que les Gbagbo ont fait. Très bien. Monsieur Michel Ngatou, vous allez vous rendre compte que dans des pays sérieux, on ne donne pas une zone comme celle du Mungo à n'importe qui. La zone du Mungo est la zone la plus fertile. Regardez la preuve des entreprises qui sont là depuis combien d'années. C'est une zone où il y a eu beaucoup d'éruptions volcaniques avec le mont Cameroun. Oui, plein d'éruptions. Et lorsqu'il y a éruption volcanique, le sol est riche. Le sol est extrêmement riche. On ne donne pas une zone comme celle-là, comme le Mungo. Ouais. Mais regardez ce qu'on a fait. Que profitent nos mamans là-bas dans le Mungo? Elles profitent quoi là-bas dans la zone du Mungo? Non, quand même, ayons pitié. On ne va pas se placer tous les jours à la télé, jouer au beau ministre en disant le Cameroun est un pays agricole. Écoutez, le Cameroun est un pays agricole. Et au fond, on ne mange pas. On le dit tout le temps ici. Comment changer lorsque vous appartenez à une famille et que cette famille tient justement des strapontins à travers les pays mondiaux, enfin les pays du monde si vous voulez, quand ces familles justement vous tiennent parce que vous appartenez à leur famille, quand je dis famille on se comprend très bien, et c'est un système qui est pérennisé, mais il va falloir justement trouver le moyen de donner suffisamment de courage aux Africains, aux Camerounais qui se lèvent et qui défendent justement ce qui les appartient. On parlait de l'or vert hier. L'or dont on parlait hier, c'était dans la zone de Fifinda, on a soulevé. Comment on est venu faire le biocarburant? On parlait du biocarburant. Non, mais regardez que le Cameroun même, ne soyez pas surpris, monsieur Ngatou, qu'on vient de dire sur votre terrain de votre grand-père qui était... Il y a au pétrole. Que là, c'est plus votre terrain. Oui. Quittez de là, vous allez... C'est ce qu'on a de vivre dans ce pays. Alors, pourtant, le Niger voit sa population dans le noir sans électricité. Que dire de la République démocratique du Congo? Une folie géologique. Quand vous parlez donc de la filière caoutchouc au Cameroun, les États africains, malgré plus de 50 ans d'indépendance, n'ont jamais compris qu'ils doivent s'industrialiser pour quitter de l'état de réservoir de matières premières à l'état de pôle de développement pour leur propre population. Dominique Audrey. Ça, c'est Henri Michel Tcham. Les États africains le comprennent, mais le drame, ceux qui sont à la tête pérennisent le comptoir colonial. Merci. Dominique Audrey, à entendre justement toutes... je ne les appellerai pas des jérémiades, mais quand vous entendez justement toutes ces positions, toutes ces sorties qui peuvent choquer, croyez-vous vraiment que le Cameroun soit à même de se lever et frapper du poing sur la table devant ces comptoirs coloniaux, dire que je m'affirme en tant que Camerounais, que le Camerounais se lève en disant nous voulons notre pays, nous voulons l'obtenir, restituer notre nation? Vous parlez de vous et moi, citoyens. Vous et moi, nous sommes Camerounais. Des personnes, parce que vous et moi, vous savez qu'on ne peut rien faire. Sauf si ce sont, si vous parlez aussi des personnes qui dirigent. Parce que si c'est elles, non, leur position est déjà prise. Mais maintenant, c'est ce qu'on dit tous les jours. Les Camerounais doivent avoir conscience de ce qui leur arrive. Ils doivent avoir conscience et prendre les choses en main. Et cela, je crois que ça passe par les urnes. Parce que on a beau pleurer, faire des jérémiades, des lamentations, les urnes. Ah ouais. Oui, les urnes. Les vraies urnes ou bien les urnes qu'on connaît? Parce qu'on s'en souvient qu'en 2000, on a eu des urnes aussi. En 2011, on avait les urnes. En 91, on avait les urnes. En 2004, on avait les urnes. Merci pour suivre, Dominique Audrey. Les urnes. Donc, moi, je ne comprends pas qu'on puisse se plaindre
de ce genre de situation, mais qu'on réussit quand même à reconduire les personnes qui nous y ont conduits. Parce qu'on ne va pas appeler les gens à aller dans la rue, dans la révolte, de peur de se prendre des balles. Parce que dans d'autres pays, on a le droit d'exprimer le mécontentement. Mais ici, ce n'est pas très approprié. Donc, s'il faut passer par les urnes, faites-le. Et ne pleurez pas en choisissant les personnes qui, selon vous, vous ont mis à mal. D'accord. Oui. Donc, le peuple a la possibilité d'en décider autrement. Mais il y a encore qu'il faudrait que ce peuple soit éveillé, soit conscientisé, qu'il se réveille. Je crois que c'est le travail qu'on fait. Oui, on fait justement ce travail, mais ce peuple semble être bien endormi. Et il y en a qui vont vous dire demain que malgré tout, nous préférons justement notre position. Et peut-être qu'ils ne pensent pas à demain. C'est très compliqué. Allez, on va passer rapidement, madame, monsieur, à la revue des réseaux sociaux. Vous êtes nombreux également à vivre les réalités des réseaux sociaux aujourd'hui. Vous deviez en savoir un peu plus sur ce qui a fait le buzz de ces dernières 24 heures. Karine Santia les a rassemblés pour vous ce matin. Près d'une dizaine de personnes blessées à la prison centrale de Douala. Hier, suite à cet incendie qui s'est déclaré au quartier Texas de la prison, si je ne me trompe pas. Et vous avez vu tous les dégâts que cela a causé, d'importants dégâts matériels. Plusieurs prisons ont été décimées. Comment est-ce que cela est arrivé? On n'en sait encore trop rien, mais on va dire que c'est le 4e du genre, ces incendies qui sévissent dans nos prisons, qui sont situés en plein centre-ville, dans les agglomérations. Comment on vit cela au quotidien sur la toile? On a vu des images des prisonniers sur les toits des prisons, parfois étaient sommés de descendre de cette toit-là et qui disaient qu'ils ne descendaient pas, justement parce que le feu avait pris d'assaut leur prison. Comment est-ce qu'on explique cela, qu'une prison construite pour 800 prisonniers environ soit aujourd'hui à plus de 4000? 6 000, voire même parfois. Dominique Audrey, vous avez regardé cela comme nous aussi. C'était peut-être digne d'un réel film hollywoodien. Oui, comme on voit il y a un célèbre film où on était dans des prisons. Oui, c'est un peu ça. Mais sauf que même si aujourd'hui on en rit, la situation qui s'est produite hier, le feu, l'incendie d'hier, remet à nu l'état des prisons dans le Cameroun. Entendez vétusté, voilà. Oui, c'est pas votre langue, hein. C'est une langue importée, donc la promiscuité également, surtout. Et on a aussi le problème d'hygiène, de salubrité. Il y a tellement de récriminations à voir. Et la question de la détention préventive revient encore au devant de la scène. Parce que malheureusement, notre système judiciaire a du mal avec cette mesure qui doit être exceptionnelle. On doit avoir recours à cette mesure exceptionnellement, mais malheureusement, aujourd'hui, les contrôles judiciaires en dehors ne sont pas possibles. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'adressage. Vous voyez qu'il y a tellement de choses liées qu'on ne peut pas, laisser quelqu'un aller et venir se représenter le jour de son procès. Conséquence, on entasse des gens. Il y a aussi la situation des mineurs dans ces prisons. Je crois qu'on a un centre social de rééducation de ces enfants-là. Pour moi, si on a un enfant qui est entre guillemets asocial, au lieu de le mélanger avec ces personnes qui ont développé des tares, on devrait plutôt les envoyer dans ces centres-là, notamment celui qu'on a à Bepanda, disons Bepanda Omnisport là-bas, et maintenant s'assurer que ce centre d'accueil est le moyen nécessaire pour pouvoir rééduquer ces enfants d'un autre genre là. Donc, vivement qu'on décongestionne les prisons et j'espère que ceux qui ont été brûlés ne mourront pas. Merci. Charles Hamel, il y a une prison quand même qui était en construction pour décongestionner celle... oui, à PK19, celle de Neubel. Est-ce qu'aujourd'hui on peut en savoir un peu plus sur cette prison véritablement? Est-ce qu'au moins il y a un poteau qu'on peut retrouver là-bas à PK19? Généralement, dans une ville où nous avons ce type de situation, c'est le maire de la ville, le maire de cet arrondissement qui se prononce sur la question. Non, on s'attendait à ce que ce soit le maire qui se prononce sur la question parce que la prison est dans son arrondissement. Mais nous avons plutôt vu le gouverneur sortir et nous présenter la situation qu'il a certainement collectée. On s'attend en fin de compte que le ministre de la Justice se prononce, lui aussi, sur la question. Que s'est-il réellement passé? Vous avez des prisonniers qui scandaient non à la surpopulation,
non au manque d'hygiène, non à ceci. Vous avez des prisonniers qui criaient non à la mort. On a vu des prisonniers brûlés au 3e degré. Vont-ils vivre? Vont-ils s'en sortir? On a vu des blessés. On a vu, vous allez vous rendre compte qu'à des moments, c'est des fils. Comment est-ce que la lumière est distribuée à l'intérieur de la, comment on va dire ça, de la prison? Est-ce que la lumière vient de l'extérieur? Pour pouvoir alimenter la prison? Est-ce que ça sort plutôt de la prison pour alimenter l'extérieur? C'est parti d'où? Est-ce que c'est une bouteille de gaz qu'on a essayé d'allumer? Est-ce que c'est quelqu'un qui a fumé, je ne sais pas moi, un joint ou une cigarette qui a mal jeté? Il y a autant de questions, mais tout cela va converger vers un seul point, la promiscuité des dortoirs, la superposition. Quand vous allez aux États-Unis, en France, vous vous rendez compte qu'on construit désormais les prisons comment je vais appeler ça, en vase clos. C'est-à-dire que l'entrée, c'est une forme carrée, on monte en étage, vous ne voyez pas ce qui se passe dehors, ce n'est que des fenêtres, il y a une seule entrée, une seule sortie, tout est concentré. Pourquoi ne pas monter ça à plusieurs niveaux? Mais moi je vous demandais, est-ce qu'au moins on peut avoir une idée sur la prison de PK19 aujourd'hui? Vous savez, les choses du Cameroun, c'est lorsque ça brûle. On dit comment calmer les Camerounais? On dit va nous faire un discours. Oui, chers Camerounais, au vu de la situation, nous envisageons, et dans un avenir proche, le site même a déjà été trouvé, la construction d'une prison. Ça date de l'époque d'Aïdio. Amadou Ali doit nous rendre compte. Là, ça date de l'époque d'Aïdio. C'est l'ancien garde de Sceaux camerounais. Vous savez, il y a toujours des sites. Quand on fait des statistiques, on dit actuellement, Neubel compte tant. D'ici tel nombre d'années, au vu comment on va dire, de l'occupation, de la démographie, il pourra avoir. Donc il faut qu'on envisage à tel endroit. L'endroit de PK, c'est depuis longtemps qu'on s'était pensé. Le PK19, il fallait qu'on implémente juste. Mais on va vous dire, il n'y a pas d'argent. Bon, Bengan, la prison qui va en fumer, est-ce que c'est pas... va-t-on dire, est-ce que ce n'est pas l'exaspération des prisonniers, de leurs conditions de détention qui aujourd'hui les aurait poussés, si jamais la thèse d'une mise à sac d'une logique d'un éventuel pyromane a été prouvée, parce qu'on nous laisse croire que c'est un pyromane qui a mis du feu à la prison. Est-ce que ce n'est pas parce qu'on est courroucé par les mesures de détention qui sont inacceptables pratiquement aujourd'hui? Non, c'est possible. Mais moi, je ne prends pas cette piste-là. Le feu à la prison de Douala, Neubel, c'est la faillite d'un système. La faillite d'un système en ceci que, premièrement, l'administration pénitentiaire était d'abord logée au ministère de l'administration territoriale. Il y a des cas avant, c'est plus tard qu'on vient la loger au sein du ministre en charge de la justice. Deuxième chose, le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, depuis au moins 2015, lors des traditionnelles réunions avec des chefs de cour, a relevé ce que Dominique disait tout à l'heure sur population carcérale. Les prévenus qui ne devaient pas y être parce que les méthodes n'ont pas été bonnes. Donc il relève un certain nombre de choses, la vétusté. Mais les procureurs de la République qui signent des mandats, parce qu'on parle là des prévenus, qui sont même plus nombreux que les détenus. Pourquoi lui, les procureurs qui sont sous sa responsabilité, il ne leur instruirait pas un certain nombre, un code de conduite? Parce que est-ce que tout le monde est obligé d'aller en prison? Qui est devenu une situation de rejet social. Donc en fait, nos prisons ont cessé d'être des zones où on te punissait et on te préparait pour une réinsertion sociale. On n'y est plus. Vous êtes en prison, même si parce que vous étiez malade, vous avez volé une sardine en passant. Déjà, sorti de prison, toute la société vous rejette. L'autre côté, les prisons du Cameroun de nom, notamment celui-là, prison de production. Ça veut dire que vous pouvez être un enseignant, un ingénieur, un infirmier ou un médecin ou quoi que ce soit. On vous condamne. Est-ce que vous êtes obligé de purger une peine de 10 ans? Vous allez faire comment là-bas? Le même État doit vous soigner, doit vous donner à manger, doit vous entretenir. Il n'a pas les moyens. Il n'a pas les moyens. Pourquoi ne pas combiner votre peine en travaux d'intérêt commun?
par exemple, vous venez, on vous dit, comme vous êtes enseignant, bon, vous enseignez, vous avez été directeur, je ne sais pas moi, d'un CS ou professeur d'un lycée, vous avez été médecin, vous avez été ingénieur, peut-être vous avez détourné l'argent dans un projet, on vous dit, vous allez faire 10 ans dans les travaux d'intérêt commun. Maintenant, la délocalisation des prisons, Jean Lamel en a parlé, j'ajoute seulement ceci. On comptait sur l'Union européenne pour construire des prisons. Or, l'Union européenne, je ne sais pas comment ils ont fait pour construire des palais de justice. Donc, en fait, pour dire, laissons les prisons qui sont les mouroirs en l'état, construisons d'autres palais de justice pour augmenter la population carcérale. Donc, c'est ce que, peut-être je me trompe, mais c'est cette analyse que j'ai faite. On a le sentiment justement dans cette analyse que c'est un plan ourdi, c'est un assassinat collectif qui est bien pensé pour les Camerounais, parce que s'il ne faut pas reconstruire de nouvelles prisons pour décongestionner, et d'ailleurs également on voit des prisons de production, comme vous l'avez très bien mentionné, Maman Bengan, et construire les palais de justice autant qu'on a au Cameroun aujourd'hui. D'ailleurs il y en a qui, après avoir construit, l'entrepreneur en chef a disparu parce que il attend le reste d'argent. On lui dit, monsieur, ça a été mal fait. Et aujourd'hui, il y en a qui sont en cavale. Parce que la justice camerounaise ne veut pas leur reverser le reste d'argent. Parce qu'on a justement, j'ai envie de dire, l'outil judiciaire pour pouvoir vous battre dessus, vous prendre, vous incarcérer. Alors que vous demandez l'argent pour ce pourquoi vous avez réalisé des travaux. Ça, c'est compliqué. Allez, Karine Sontian, poursuivez-vous justement le deuxième sujet. Le deuxième sujet concerne ces 5 Camerounais arrêtés au Togo, parmi lesquels 2 militaires de l'armée camerounaise. Ils sont accusés d'agression à main armée d'un homme d'affaires togolais. Ils ont été présentés à la presse le 27 mai 2020. Les faits se sont déroulés le 25 avril 2020 où ils ont agressé un homme d'affaires quand il était dans son volant, ayant récupéré son véhicule. Ils avaient l'intention de le revendre au Cameroun à un homme qui travaille à la présidence de la République du Cameroun. Eh bien, lorsque vous parlez du président de la République, on a regardé cette image de Charles Amel Bathiou au-delà des faits, au-delà justement de tout ce qu'on connaît. Il va falloir rendre compte lorsqu'on sait qu'il y a 2 personnes qui sont censées être gardées dans une prison et qu'on retrouve aujourd'hui au Togo où ils sont allés faire un braquage pour prendre une voiture et ramener à un eau placé. On parle bien de la présidente de la République, on parle même d'un colonel en passant. Pourquoi les Camerounais font tant honte au Cameroun? Monsieur Michel Ngachou, ce n'est pas nouveau. À l'époque de Fauchivé, de regretter mémoire, il arrivait parfois que lorsque ça n'allait pas, c'était un de ses bras droits qui racontait l'histoire. Lors de sa veillée, nous y étions et il racontait des anecdotes en disant que lorsque ça n'allait pas et qu'il sentait qu'on pouvait l'enlever, il y avait des gens à l'intérieur qu'on faisait sortir, qui faisaient le désordre. On dit ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Vraiment la recrudescence du grand banditisme et tout. Oui, il faut chiver dans la République. Est-ce qu'il est là, faut chiver? Est-ce que... Il faisait semblant de sortir, mais les gars, c'est bon. Des arrestations par-ci, des arrestations par-là, direction de la prison, et encore ça se stabilise. C'est l'homme de la situation. C'est pour dire que ce n'est pas nouveau. On racontait ça pendant plein d'anecdotes, même l'affaire du train de la mort, on racontait des choses. Vous savez, c'est lorsque le lion tombe qu'on raconte que les gens ont le courage, les animaux ont le courage de raconter l'histoire de la chasse du lion. Donc c'est comme ça qu'on nous racontait ces différentes histoires, pour dire que c'est quand même honteux. J'ai discuté avec un responsable de l'armée qui m'a dit qu'il a honte de la tenue qu'il porte. Je lui ai demandé pourquoi. Il dit il sert avec honneur et fidélité. Mais ce qu'ils font, c'est déshonneur et infidélité à l'armée. Quelques jours avant, c'est les gars du BI qu'on arrêtait à Limbé. Bien avant eux, il y a ceux qu'on avait pris ici qui avaient braqué un monsieur à la sortie de Douala. Désormais, ils sont nombreux qui aujourd'hui dans les forces de défense se retournent. Ça nous amène donc à nous interroger par rapport aux exactions qui ont lieu dans la zone du Nord-Ouest. Bon, vous l'avez dit une fois sur le plateau. Ça nous amène à nous interroger sur les exactions de Boko Haram. Vous voyez que ça lance un discrédit grave sur les forces de défense.
Ceux qui sont au Togo, comment on ne donnerait même pas raison, justement, à tout ce qu'il y a dans les régions anglophones du Cameroun aujourd'hui? Est-ce que c'est de ça dont je parle? Parce qu'à un moment donné, il y a eu des plaintes comme quoi c'est des brigands, c'est des voleurs. Est-ce qu'on va voir les forces de défense à l'extérieur? Comment est-ce que les Camerounais eux-mêmes vont voir lorsque vous avez le moindre problème? On a vu ici un gars un militaire qui fracassait la tête de son bailleur parce qu'il lui réclamait de l'argent. C'est vous qui avez ramené les images. Oui. Alors, regardez cette scène de violence. On a décrié le fait d'avoir des hommes en tenue qui boivent au bar, des hommes en tenue qui posent des exactions, qui sortent les armes sur les civils. Qui tirent sur des civils. Jamais on ne s'est prononcé. Que voulez-vous qu'on dise? On a d'ailleurs le cas de cette gendarme de Bafoussam récemment qui a tué à bout portant justement cet étudiant. On n'en parle presque plus aujourd'hui. Les Camerounais n'ont pas de suite, bien évidemment, de cette histoire. Dominique Audrey, je me retourne quand même vers vous aujourd'hui. Nous sommes plutôt fiers de notre armée. Nous sommes fiers de cette armée camerounaise qui nous protège, qui nous sécurise. Nous sommes fiers de cette armée camerounaise qui est très souvent en avant-garde lorsqu'il y a des problèmes. D'ailleurs, dans la lutte contre le Boko Haram aujourd'hui dans l'extrême nord du Cameroun, on voit également cette guerre sécessionniste où, dit-on entre guillemets, qu'il y aurait eu des personnes infiltrées qui veulent absolument porter atteinte au Cameroun. Mais est-ce qu'à un moment donné, on est heureux de voir cette armée qui est inondée de brigands, de voleurs, de tueurs? Et quand on sait justement qu'il y a un lien jusqu'au plus haut sommet de l'État, mais de quelle armée parlons-nous finalement? Votre avis? De l'armée du Cameroun, monsieur. Pourtant, c'est la grande muette qui ne parle pas. Est-ce qu'elle nous dira au moins une chose cette fois-ci? Non, je ne pense pas. Je crois qu'il y a eu un communiqué où ils reconnaissent effectivement que les deux d'entre eux avaient déserté. Je crois que c'est tout ce que vous avez à savoir. Le reste, comme avec le cas de la jeune dame qui a tué le jeune homme de Bafoussam, on n'en parlera plus. Moi, j'ai pas envie de parler de ça parce que ça fait honte, monsieur Ngachou. Ça fait vraiment honte. Beaucoup trop honte même. Surtout que ce n'est même pas à l'intérieur seulement du pays. Ça s'est fait en dehors. Quelle est l'image que le Cameroun aura désormais auprès de tous ces gens-là? Regardez comment nos forces de défense étaient affichées avec des pancartes sur le corps. C'est assez compliqué quand même parce que les images, les Camerounais ne supportent pas. Oui, parce que ça fait le tour de la toile. Oui. Et que l'on fasse passer ces Camerounais au journal, hein, c'est-à-dire qu'il y ait une institution, on fait passer ces Camerounais au journal et on précise bien des Camerounais. Que dira justement, est-ce qu'on ne peut pas s'inquiéter même sur, que fait bien sûr le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation? Pourquoi vous indexez ce ministère? Il y a que Monsieur Michel Ngachou, mais il y a quand même une éducation citoyenne. Nous avons décrié ici la promotion 2015 qui assassinait des jeunes filles, dégainait l'arme sur les commandants, abattait un peu partout. Cette promotion 2015, nous a-t-on répondu non. Nous avons abordé la question de l'enquête de moralité qui devait être faite sur les gens qu'on recrute au sein des forces de défense. C'est Bombo qui avait soulevé en disant, mais comment est-ce qu'on les recrute? À une certaine époque, on prenait les gars qui erraient dans la rue. On vous surprend au quartier avec des rafles. On débat, que tu sois élève ou pas. Les élèves dorment à 19h, 20h, vous êtes dehors, monsieur, on vous rafle. On vous rafle, on vous amène de nuit, on vous rase la tête. Vous êtes à Djoum, vous êtes à Moutengue, messieurs, vous vous retrouvez en train de faire le service militaire. C'est de là même qu'on appelait vos parents pour dire que ne cherchez plus votre fils. Il est au front. Voilà comment on prenait des gens. Mais aujourd'hui, vous avez des individus, fils à papa. Il ne sait même pas, on le prend pas, vous entendez, officier. Pas, on le prend, il se retrouve. Mais oui. Non, j'en ris parce qu'on s'en souvient, il y a une image qui a tourné sur les réseaux sociaux à un moment donné où, entre guillemets, au commis, au gradé, justement, on ne savait pas justement tenir. La carabine est tirée là. Il va vous répondre sur Facebook. Ah, vous vous souvenez? Non, je ne sais pas de qui vous parlez. C'est le colonel Badjet. Ah, d'accord. En retraite. Il s'agit de lui. Ça, je ne savais pas. Donc, mais sur Facebook, on avait pas commenté sur ce plateau. D'accord. Bon, Bengan, alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour tenir la psychologie, l'encadrement de nos forces de défense aujourd'hui pour que ce genre de fait n'arrive plus? Mais nous interpellons d'ailleurs en passant le ministre de la Défense, on va dire, oui, M. Betty Assomo. Est-ce que quelque chose peut se faire rapidement pour remobiliser les troupes et leur dire arrêtez de salir l'image de l'armée camerounaise? Non, comme vous le citez, je commence par lui. Lorsqu'il y a eu des gendarmes qui ont tiré sur leurs supérieurs hiérarchiques dans l'extrême nord,
il y a eu d'autres actions de la promotion 2015, comme disait Charles Hamel tout à l'heure. Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense avait dit qu'il va actionner la cellule psychologique au sein des forces de défense et de sécurité. Ça veut dire que le ministre reconnaissait quelque part qu'il y avait certains éléments égarés qui risquent de ternir l'image de notre valeureuse force armée. Donc c'est ça. Et cette cellule fonctionne-t-elle, fonctionne pas, ou bien y a-t-il tellement de problèmes qu'on n'a pas encore eu à recycler tout le monde? On n'en sait rien. Mais deuxième chose, Charles Hamel l'a dit, je reviens là-dessus. Moi, je prends seulement le début des années 90. La presse a relayé quelquefois des braquages qui étaient encadrés par les officiers de notre armée. Et la justification était que tous les corps ont les brebis galeuses. Tout à fait, ça c'est vraiment le mal. Mais lorsqu'on sait quand même que notre armée est républicaine et que, j'allais dire, les fondements de cette armée sont que on ne permet pas ce genre de choses. Figurez-vous qu'à une certaine époque, lorsque vous avez passé votre concours de l'Institut national de la jeunesse et des sports, vous voulez devenir un professeur DPS ou même un instructeur DPS, vous allez faire l'armée. Lorsque vous êtes admis à l'école normale supérieure, vous allez faire la formation militaire. Polytechnique, alors n'en parlons pas. Des NAM, dans les travaux publics. Donc, l'école des ingénieurs. Il n'y a que les NAM aujourd'hui, on le fait encore. Voilà, il n'y a que les NAM aujourd'hui. Donc, ça veut dire quoi? Même l'équipe nationale de football, je vous dis, j'ai un ami, beaucoup de gens le connaissent. Il a d'ailleurs pris pour surnom Beretta. Il s'appelle Mungam Dagobert. C'est un ancien footballeur à Canon de Yaoundé et au lycée des Lions et Lontables. Qui a fait une formation militaire. Pas lui. J'ai dit l'équipe nationale du Cameroun faisait des formations militaires. Je vous rappelez que, je ne sais pas, en 2010, quelque chose comme ça, Mila avait proposé une histoire comme ça face au comportement de certains joueurs de l'équipe nationale. Roger Mila avait proposé qu'on renouvelle avec la formation militaire des équipes nationales. Aujourd'hui, je pense il y en a 10 ou 11 équipes nationales. Parce que précisément la formation militaire au Cameroun donnait l'éducation à la citoyenneté. Charles Hamel a parlé tout à l'heure de l'honneur et fidélité. Regardez une bonne devise. C'est l'une des devises, j'allais dire, les plus nobles. Les plus belles d'ailleurs. Oui, les plus belles, les plus nobles. Donc en fait, nos forces de défense et de sécurité, il y a eu un relâchement quelque part. Et je pense qu'avec ce qui vient de se passer, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense va actionner cette cellule-là pour essayer de recadrer ces éléments. Comment vous êtes au quartier général, vous volez les armes et vous donnez aux bandits, vous désertez, vous allez encore. Non, ça veut dire qu'en fait, on avait recruté les bandits des grands chemins au sein de nos forces de défense. Et le drame, c'est que c'est 700 000 francs la semaine, la location. Oui. Alors vous imaginez. Mais ce qui est dommage en même temps, avant de donner la parole à Caresson, c'est que le Cameroun, il y a un réel problème. En tant que journaliste, je le dis, l'accès aux sources d'information. Vous voudriez maintenant mener une enquête autour de la situation pour pouvoir rendre compte. Toutes les portes vous seront fermées. On ne vous laissera même pas. Et si même vous avez une quelconque information, rassurez-vous, c'est des menaces en permanence. Vraiment, monsieur, arrêtez de dire ça, arrêtez de vous mettre sur cette enquête parce que on sait que ça va plus loin et qu'il y a tout un système englué dans ce mécanisme-là. Et ça, c'est compliqué. Je trouve quand même aussi que s'étant rendu compte ça la met, donnons la parole à Karine. S'étant rendu compte que ce n'était pas ça, il devait rentrer diplomatiquement en contact avec le Cameroun que de rendre officiel ce qu'ils ont fait. Nous sommes en relation diplomatique avec le Togo. Quand même. Quel est ce type Donc vous croyez quand même qu'il y a une faute togolaise? Il y a une faute togolaise. Est-ce que c'est pas trop facile de vous dédouaner comme ça? Non, c'est l'armée. On parle bien de l'armée. Non, mais écoutez, si vous êtes des bandits, on vous expose. Non, c'est l'armée. Non, il y a des corps qu'on n'expose pas, même le métier qu'on exerce. Imaginons même qu'il y a des exactions, il y a certains corps d'élite qu'on ne fonctionne pas. C'est bien pour cette raison qu'à une certaine époque, il n'y avait que les gendarmes et les policiers qui se promenaient en tenue. Et même dans les services des gendarmes et des policiers, il y a des corps
qui ne se promènent pas en tenue. Oui. Ils peuvent être des corps d'élite, donc vous n'avez pas, vous ne devez même pas savoir. Les exposer, oui. Et donc, ici, il s'agit donc, il y a eu un manquement au sein de la diplomatie togolaise. Au sein de la diplomatie, on aurait appelé l'ambassadeur du Cameroun au Togo, voilà, en lui disant que nous avons fait des enquêtes. Est-ce que vous croyez, sans dédouaner le Togo, que le Togo n'aurait rien fait? Il faut bien voir. Je ne sais pas, on n'expose pas de toutes les manières. Même si le Togo, on n'expose pas. Non, mais je ne valide pas la thèse justement de l'exposition, mais c'est dire que nous sommes d'accord qu'il y a eu un manquement concernant justement la diplomatie entre les deux pays. Mais voilà, il faut aussi comprendre que le Togo a ses réalités. Est-ce qu'ils étaient là dans un cas? Karine Sontia se prononce quand même, c'est important. Mais ce qui m'intéresse quand même, c'est le sens même de ce que cette information nous vaut aujourd'hui. Parce que nous savons que l'histoire de l'armée camerounaise est jonchée de beaucoup de gloire. Vous savez que le Cameroun a accompagné beaucoup de pays en guerre, notamment le Soudan et autres qu'on cite souvent même dans l'histoire du Cameroun. Et aujourd'hui, entendre parler de ça dans l'armée camerounaise, on a l'impression que quelque chose s'est perdu en cours de chemin. Peut-être que les guerres que nous-mêmes, auxquelles nous avons nous-mêmes été exposés et obligés à mener, nous ont poussé à perdre cette humanité-là et à perdre même ce sens du devoir, parce que l'armée c'est le devoir, hein, parce que dans l'armée nous ils ont moins de droits que de devoirs, et vous voyez que par rapport à leur devoir, c'est d'abord protéger les vies et protéger leur territoire. Mais quand vous voyez que l'armée est sujette à de tels affres, vous vous dites que mais il y a quelque chose qu'on a perdu, peut-être dans la formation ou encore dans le traitement de ces personnels de l'armée. Vous savez que même au sein de l'armée, parfois il y a des récriminations, parfois notamment au salaire, parfois aux primes de service. Charles Amel a tenté, c'était la dernière fois. Ça ne devrait pas. Non, écoutez, ce que je veux dire, c'est que Charles Amel, récemment ici, a évoqué également qu'il y a eu des bruits de bottes. Et ça lui a valu ce que ça lui a valu. Non, il y a un comportement. C'est pas nouveau. Les forces de défense et de sécurité ont 4 principes, il ne faut pas les violer. Il y a l'unicité de la défense. La défense obéit à un seul chef. Et même dans les unités, vous entendez toujours commandant en second. Ça obéit à cela. Ça s'appelle la déconcentration de chaque unité. 3e principe de l'armée, c'est la permanence. Ouais. Vous devez être là. Que vos collègues doivent vous remplacer à midi. Jusqu'à 13h, ils ne sont pas là, vous ne désertez pas. Vous devez rester là. Vous attendez. Et l'autre, le 4e, c'est l'universalité de la défense. Donc, même nous, les citoyens, nous participons à la défense. C'est pour cette raison que la formation militaire est très importante pour tous les citoyens. Pour tous les citoyens, ça vous donne une orientation au sein de votre population et une certaine discipline de vie. Donc c'est pour cette raison qu'on parle de grande, mais quand il y a donc des bruits de bouche, ça doit rester dans l'armée, ça ne doit pas sortir. Merci Mourmengan. Dire en même temps ce matin que nous aimons notre armée, nous aimons le Cameroun et nous aimons nos forces de défense. Nous les encourageons, nous les motivons, nous leur disons tous les jours que lorsque vous êtes au front, c'est pour protéger le Cameroun qui est le nôtre. Lorsque vous êtes justement sur le terrain des guerres, c'est parce que cette nation vous intéresse, nous intéresse et nous en sommes fiers. Même si nous sommes conscients des manquements, même si nous sommes conscients justement des irrégularités qu'on peut avoir, il est important de savoir que nous sommes de tout corps, de tout cœur et de tout corps aussi avec notre armée camerounaise et qui fait notre fierté. Karine Sontia. Dernier sujet ce matin, on s'intéresse notamment à cette famille qui a partagé une vidéo de l'inhumation d'un des leurs au cimetière de Bonabéry alors que cette personne est décédée de coronavirus. Le corps a été abandonné à la famille sans même une autorité médicale pour pouvoir coordonner notamment la mise en terre de cette personne et aussi aucun spécialiste, juste la police qui a veillé à ce que le corps soit mis en terre tout simplement. Et c'est reculant aujourd'hui. On va vous permettre d'écouter le témoignage d'un des membres de cette famille justement. Depuis dimanche, notre maman est hospitalisée aux urgences de l'hôpital à Pensigny. On a fait des examens, on a fait le scanner. Jusque-là, ils ne nous ont jamais dit qu'elle était atteinte de Covid. Qu'est-ce qui l'amène à l'hôpital? Et elle a une toux persistance qui dure depuis plus de 6 ans. Plus de 6 ans. Oui. On a fait des scanners, ils ont dit qu'elle souffrait. Ils ont dit qu'elle souffrait d'infection pulmonaire. Tout simplement. Entre-temps, la famille s'occupait d'elle. Hein.
Les gardes malades et tout, on l'a nettoyé tout le temps. Est-ce qu'elle était au pavillon du Covid? Non, elle était aux urgences de l'hôpital à Kenzini. Aux urgences. On s'occupait d'elle, on faisait tout et tout et tout. Même pas là, n'allons pas loin. Hier à 20h, on était encore avec elle aux urgences de l'hôpital à Kenzini. On nous a appelé les gardes malades de venir nettoyer le corps, nettoyer la patiente et tout. On a nettoyé et tout, tout, tout. Et maintenant, le comble, c'est qu'elle décède à 21h. À 21h, dès qu'elle décède, on nous fait comprendre qu'elle est décédée de suite de Covid-19. Est-ce qu'ils ont fait les textes du Covid? Ils disent qu'ils avaient oublié de faire, qu'ils ont vu les symptômes, qu'ils ont fait à des minutes. Ils vous ont montré les résultats? Ils ne nous ont pas montré de résultats. Et depuis hier, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se passe ici là maintenant aussi? Nous étions donc là-bas hier, ils nous ont fait comprendre qu'ils vont confisquer le corps. On a donc dit, on ne peut pas accepter cela. On a essayé d'interpeller ceux qui étaient sur place. Ils nous ont fait comprendre que si on fait encore du bruit, ils vont appeler la police prendra le corps pour aller brûler, on ne verra plus jamais. Nous nous sommes pliés. Donc voilà, on va l'enterrer au cimetière, nous sommes là. Chose curieuse, c'est qu'ils nous empêchaient hier de toucher le corps. Mais aujourd'hui, comme vous voyez, ils envoient le corbillard. La famille a loué le corbillard. Et tout, et tout, et tout. Mais ils envoient le corps avec un inspecteur. Le rôle de l'inspecteur, c'est juste de se rassurer qu'on enterre ici à Douala. Oui. Donc, il demande à la famille d'enlever le cercueil et d'aller enterrer. Alors qu'ils ont dit à la Kentini que c'est contagieux. Donc, quel est donc le projet de l'hôpital à Kentini? Si le projet de l'hôpital à Kentini, c'est de contaminer un maximum de personnes qui nous disent. Nous voulons donc actuellement que soit ils envoient ce corps médical, le corps médical vient d'enterrer, soit ils nous remettent le corps et pour qu'on ait enterré à Banjoun. Tout simplement. La ministre et Karine Santia, on peut comprendre. Allez, on va simplement comprendre que le Cameroun est difficile. Et ce Cameroun qui nous appartient tous, on doit le construire. Madame, Messieurs, c'était 10 le Zénith. On termine quand même avec une note assez difficile. Hein. C'est le Cameroun ça? C'est celui que nous voulons construire? C'est celui qui nous appartient? À lundi.